les autres morceaux de cette histoire. Alors, je veux revenir, faire un très très bref résumé, enfin, une petite introduction méthodologique. Comme je l'avais dit lors du premier cours, ce n'est pas exactement un cours d'histoire au sens historien. Je l'avais dit, je ne suis pas historien. Ce sera plutôt un aller-retour constant entre l'histoire du judaïsme, donc avec des côtés, l'organisation des communautés, la culture juive, le judaïsme, comment il évolue, avec évidemment énormément de contexte historique, mais ce sera plus une contextualisation historique qu'un cours d'histoire juive pure, enfin un cours d'histoire au sens pur. Et il y a d'excellents livres d'histoire, je pourrais vous en conseiller, des historiens patentés qui ont écrit des livres absolument formidables là-dessus. Ici, c'est un mixte de choses différentes, donc encore une fois, plus de mise en contexte, contextualisation historique, avec le cœur justement de l'évolution du judaïsme lui-même. Alors, j'avais posé un petit peu les deux écueils dans lesquels je souhaitais naviguer pour ce cours. D'une part, une conception un petit peu isolationniste de la culture juive. C'est vrai qu'à s'en tenir à la tradition seule, le judaïsme met l'accent sur les ruptures qu'il instaure vis-à-vis des cultures environnantes. C'est l'histoire d'Abraham, l'Ech Lecha, éloigne-toi de tous les déterminismes de cette civilisation babylonienne dont on dit qu'Abraham s'était détaché. Plus tard, c'est la sortie d'Égypte, évidemment, qui cherche à instaurer toutes les ruptures morales, psychologiques, politiques, avec le modèle, l'un des modèles d'empire de l'époque, à savoir le modèle égyptien. Mais historiquement, ce n'est pas tout à fait juste. En fait, les cultures juives ont été sans cesse en contact avec les cultures environnantes, quand bien même, effectivement, elles ont pris des décisions en termes d'identité qui les séparaient relativement de ces cultures, mais elles ont été énormément influencées. Et c'est ces influences, cette insertion de l'histoire juive dans la grande histoire mondiale que je veux mettre aussi en avant. Et puis, l'autre écueil, c'est à l'inverse, quelque part, une conception purement périphérique de l'histoire juive, à lire beaucoup d'ouvrages d'histoire générale. Les Juifs apparaissent ici et là de manière sporadique, plus ou moins importante dans l'Antiquité. On leur fait un petit sort, on les place après les Romains ou avant les Romains, ça dépend. On les voit réapparaître sur le bassin méditerranéen, mais on se demande dans le millénaire d'années qui sépare ces deux dates ce qu'ils ont pu faire, où est-ce qu'ils ont migré. Et puis on les retrouve dans l'histoire moderne, dans une histoire plutôt doloriste liée aux événements modernes, l'affaire Dreyfus, évidemment la Shoah, la création de l'État d'Israël, et on a du mal à abouter tous les moments de cette histoire, quand bien même elle n'est pas continue, elle est effectivement faite de ruptures, il y a quand même une continuité. Donc c'est à la fois ce flux général de l'histoire et ce flux général de l'histoire juive que je chercherai à mettre en avant. Alors, dans les quelques millions d'années qu'on a parcouru, en tout cas certaines dizaines de milliers d'années qu'on a parcouru dans le premier cours, on a vu déjà, non pas des constantes, mais en tout cas des thématiques qui reviennent et qui vont revenir dans le cours d'aujourd'hui. On a vu d'abord le côté géographique et géostratégique de cet endroit, la terre d'Israël, qui a porté plusieurs noms, Canaan, la Palestine, la terre d'Israël, qui fait partie d'un ensemble plus vaste, ce vaste croissant fertile qui connecte, on l'a vu au bout est, la Babylonie, et à l'ouest, donc au sud-ouest, l'Égypte. Et de fait, on a ici affaire à des deux hyperpuissances régionales qui ont été souvent en conflit et pour lesquelles la terre d'Israël a servi à la fois de médiation et bien souvent aussi de terrain de combat. On ne comprend pas l'histoire juive si on ne l'insère pas effectivement dans ce Moyen-Orient et en particulier dans ce croissant oriental, dans ce croissant fertile. On a vu aussi la dépendance à l'eau, les conditions géographiques extrêmement difficiles qui ont forgé la culture hébraïque puis juive, le développement peut-être d'une religion basée sur l'abstraction, tellement difficile de sortir, d'extraire les ressources naturelles que naturellement on est peut-être poussé à penser des choses qui sont au-delà justement de la nature. C'est clair qu'il y a aussi une culture du désert. On ne réfléchit pas dans le désert comme on réfléchit dans les montagnes suisses, certainement, pour prendre un extrême. Donc il y a un lien quelque part entre cette géographie dure, cette sécheresse, et la psyché de la culture juive et des autres cultures moyen-orientales aussi. On a vu aussi donc l'élaboration progressive de la religion. De fait, c'est dans cette région du monde que sont nés les premiers rites funéraires. On a vu l'évolution de cette
de cette pensée spirituelle. On a vu aussi, bien sûr, l'émergence d'une identité juive parmi ces peuples qui n'ont cessé de foisonner dans la région. Vers moins 1002, il y a une entité hébraïque, il y a ce mot Israël que l'on voit apparaître dans la stèle de Merneptah à la fin du XIIIe siècle avant l'ère chrétienne, où Merneptah désigne Israël comme une population, comme un État, comme un pouvoir politique. Donc il y a une identification assez nette, en dehors bien sûr des sources bibliques. On a vu combien cette histoire, et on va le voir encore a fortiori aujourd'hui, combien l'histoire juive est grevée de menaces existentielles absolument incroyables. Une densité d'événements dramatiques anormalement élevée, on pourrait dire, et en même temps cette résilience complètement incroyable aussi. On a vu combien de fois le judaïsme ou le peuple juif a failli disparaître. On l'a vu avec l'exil des Judéens qui exilaient en Babylonie, ont au contraire de disparaître, etc., ont peut-être donné le coup d'envoi d'une véritable culture juive. On a vu la concurrence de l'hellénisme, on va reprendre ce cours aujourd'hui ici, combien le modèle de culture grecque a été puissant dans le Moyen-Orient et combien il aurait pu aussi emporter le judaïsme en tant que culture religieuse particulière. On le verra certainement aujourd'hui aussi, ce sera au début de ce cours avec la période romaine qui bien sûr dans laquelle se déroulera la destruction du temple, et là aussi autant sociologiquement avec les massacres que idéologiquement et culturellement, le judaïsme a failli disparaître et finalement n'a pas disparu et au contraire s'est réinventé. Donc il y a une sorte de dialectique absolument incroyable entre des menaces existentielles extrêmement fortes et une capacité dramatique parce qu'elle laisse en cours de route évidemment énormément de facteurs, mais une capacité tout de même à se réinventer. On a vu aussi, et j'en finirai ici avec ces préliminaires, on a vu donc la différenciation d'une culture entre hébreux, Israël et juifs. On fait référence ici à des moments différents de l'histoire. On a vu une première identité hébraïque dont on s'est demandé si elle devait quelque chose au mouvement amorite ou au Apirou, ce terme qui est désigné dans toutes les cultures environnantes, qui désigne les Apirous, à la fois comme un groupe ethnique et aussi peut-être comme un groupe social. Cette question n'est pas résolue par les historiens et de fait, il y a une lutte idéologique très forte entre ceux qui disent si, l'ethnicité d'Israël est attestée et apportée par la conquête de Canaan, et d'autres qui disent c'est plutôt une lente agrégation identitaire qui s'est fait plutôt de manière sociale à travers les Apirous. Nous n'avons pas évidemment tranché ce débat, mais de fait, Ivrim, les Hébreux, en hébreu Ivri, dit quelque chose de cette errance, de ce passage, puisque ça vient de Héver, qui est à la fois un personnage biblique et qui signifie le passage. Donc les Hébreux sont ceux qui passent, ça fait référence sans doute à quelque chose de la saga d'Abraham qui voyage dans ce Moyen-Orient, dans ce croissant fertile, et selon la très belle phrase d'André Neher qui dit aussi le peuple passeur, donc celui qui passe et celui qui fait passage. On a vu l'identité Israël qui se constitue, alors c'est un terme extrêmement polysémique, bien sûr, dans la tradition Israël, c'est le Dieu d'Israël, donc une entité plutôt théologique, mais on a vu au sens ethnique combien il désignait, en tout cas aux yeux du pharaon dès le XIIIe siècle, une identité politique plus ou moins claire. En tout cas, il le mentionne comme une entité à part. Et donc, il y a ici un détachement, une formalisation quelque part identitaire qui se fait à travers ce mot d'Israël, quand bien même il était extrêmement polysémique, on l'a dit. Il apparaît évidemment dans la Bible, quand Jacob change de nom après son combat avec l'ange et se nomme Israël. Il y a à la fois, bien sûr, une leçon théologique, une leçon spirituelle derrière, mais il y a sans doute l'enregistrement d'une agrégation identitaire différente. Et puis le mot juif qui est plus tardif, qui vient dans notre langue, en tout cas en français, du grec, Iudaios, mais Iudaios vient lui-même de l'hébreu Yehudi, qui traduit au départ non pas tellement une notion religieuse, mais plutôt une notion encore politique. Yehudi, c'est celui qui habite l'état de Yehuda, qui est un personnage biblique, mais qui est aussi cette entité politique qui survit à la destruction du royaume d'Israël, le royaume de Judée. Donc Yehudi, au départ, ça veut dire judéen, et de fait, on a vu combien était cruciale la période de l'exil, donc les exilés qui à Babylone vont peut-être instaurer les bases du judaïsme au sens religieux. Ce sont des Yehudim qui partent ici en Babylonie et de fait déterritorialisés,
ils vont donner une couleur, une première couleur religieuse à ce qui n'était au départ qu'une appartenance politique. Les Yehudim, quand ils vont revenir, ils sont lestés de cette nouvelle culture, de ce début de culture juive qu'ils ont commencé à instaurer loin de chez eux par l'exil. Et donc, ce sont des Judéens, mais déjà orientés vers la création d'un judaïsme. De fait, de manière plus technique et plus historique, le mot judaïsme apparaît à l'époque hellénistique, avec lequel on va reprendre aujourd'hui, plus précisément dans le deuxième livre des Maccabées, donc vraisemblablement vers le 3e, 2e siècle, enfin plutôt le 2e siècle, et désignera bien sûr ensuite ce que le judaïsme rabbinique va proprement inventer, instaurer, le judaïsme juif au sens de qui suit le judaïsme. Donc, on a l'émergence de ces 3 termes, et c'est peut-être avec ça que l'on peut commencer et réabouter notre histoire. On l'avait quitté à la fin de la période perse, donc on avait vu le premier exil, et puis on avait vu les différentes phases de retour, quand Cyrus, en 539, dit aux Juifs exilés, aux Judéens exilés, vous pouvez revenir chez vous et construire votre temple. De fait, c'est quelque chose qui va se faire en plusieurs phases. On avait vu les différents leaders qui vont réinstaurer ce retour des exilés. On avait vu Esdras, on avait vu Néhémie, on avait vu Zorobabel, et nous en étions à la période hellénistique quand, en moins 333, Alexandre fait son entrée sur la scène moyen-orientale. Et d'abord, c'est une conquête militaire qui va le mener jusqu'à l'Indus, mais nous avions mis l'accent aussi sur la manière dont, culturellement, l'attrait du modèle grec qui va poser quelques ravages, en tout cas qui va remuer beaucoup de choses dans cette entité judéenne. Alors, on avait vu qu'à la mort d'Alexandre, il y a une fracture politique. Il y a 2 grands centres de pouvoir qui se forment, les Séleucides au nord et les Lagides au sud, avec en Égypte. Israël, là aussi, expression locale de ce croissant fertile et de cette terre de passage entre les 2 pôles, ici nord et sud, va passer sous influence à la fois séleucide et lagide. Il va y avoir pas moins de 5 ou 6 guerre entre les Égyptiens et les Séleucides, qui sont plutôt vers la Syrie dans ce 3e siècle. Et puis, vers moins 200, la terre de Canaan, l'entité de Canaan, l'Eretz Israël, en tout cas, passe sous la domination séleucide. Et c'est le début, effectivement, d'un épisode que vous connaissez assez bien. Les rois séleucides sont des rois hellénistiques qui cherchent pas forcément à asservir leur population, pourvu qu'ils payent des impôts, pourvu que politiquement ce soit calme. Ils n'en demandent pas plus que ça. Sauf que cette politique va brusquement s'infléchir avec ce fameux roi que vous connaissez, Antiochus IV, qui en moins 168, sans doute aiguisé par l'attrait, par des problèmes monétaires, et qui pense qu'effectivement dans le temple il y a de quoi se servir, brusquement va raidir sa politique, alors qu'il n'y avait pas forcément une politique idéologique, pas spécialement anti-juive, mais en tout cas ça va lui donner l'occasion d'abolir la Torah et de soudainement durcir ce régime, chose que n'avaient pas fait ses prédécesseurs. Et c'est le coup d'envoi d'une véritable guerre civile qui ne s'explique, encore une fois, c'est vrai que Antiochus IV est le méchant de l'histoire, dans les sources traditionnelles, évidemment, tout lui est imputé, mais encore une fois, cette politique ne serait pas compréhensible s'il n'y avait pas eu un substrat. Et de fait, une partie significative de l'élite judéenne à cette époque est fortement attirée par ce modèle grec. On avait même vu qu'il y avait une tentative d'assimilation chez de nombreux Judéens, qui pensaient que l'avenir était à la culture grecque. Et Antiochus a pu s'appuyer sur toute cette fraction du peuple, et la guerre civile elle se conçoit comme une guerre entre Judée et empire hellénistique d'Antiochus IV, mais elle se conçoit aussi à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur du peuple judéen, on pourrait dire à ce moment-là, entre une élite fortement attirée par le modèle hellénistique grec et une élite plus populaire sociologiquement, qui habite dans les hautes terres de Galilée et plus proche, on appelle les chassidim, plus pieuses, plus ancrées dans un quotidien et dans une pratique traditionnelle. De fait, l'étincelle est mise aux poudres par cet interdit d'Antiochus IV, qui interdit la Torah, qui aussi préconise de cesser la circoncision.
Donc une attaque en règle que ces milieux piétistes, que ces milieux pieux vont prendre comme une véritable agression. Et de fait, on connaît au sein de la famille des Maccabées, Mattathiaou, un prêtre de Modi'in qui refuse d'accomplir un sacrifice païen. Le général helléniste lui demande de sacrifier, de faire un sacrifice païen. Il refuse, il tue plusieurs personnes et prend le maquis avec ses 5 fils. Et c'est le début de la révolte des Maccabées, qui encore une fois exprime une résistance déjà présente depuis un bon siècle parmi toute une couche de la population plutôt populaire, plutôt attachée au judaïsme. Un milieu pieux, qu'on appelle d'ailleurs les chassidim, pas au sens polonais du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais donc un milieu de piété populaire. C'est le coup d'envoi d'une guerre civile assez complexe que je ne vais pas résumer ici, de fait avec quelque chose d'étonnant quand même, ce Mattathiah et ses 5 fils sur donc Juda Maccabée. Le mot Maccabée tire parti de l'araméen et de l'hébreu. Maccabi, c'est un marteau. C'était le surnom qu'il avait, Judas le marteau, puisqu'il était un chef militaire tout à fait déterminé et assez doué d'ailleurs. Et donc, d'où le nom des Maccabées. Les Maccabées, c'est cette famille qui arrive à agréger tout un milieu qui est en résistance. Et de fait, alors même que les forces hellénistiques sont assez organisées et comptent, en termes de décompte de soldats, sont bien plus nombreux que ces résistants. La guerre va être rude, il va y avoir des victoires maccabéennes tout à fait remarquables, à tel point que 4 ans plus tard, en moins 164, c'est la reconquête de Jérusalem. Les forces juives l'emportent, alors qu'une fois elles étaient peu nombreuses. Cela est souvent souligné dans la liturgie de Hanouka. Pourquoi Hanouka? Parce que vous me voyez venir, ce moins 64, le temple est réinvesti, ce temple qui avait été profané par une statue de Zeus, dans lequel on accomplissait par provocation des sacrifices d'animaux non cachers. Eh bien, ce temple est repurifié. Il y a ici le mythe de la petite fiole d'huile. Inutile de vous dire qu'elle n'est absolument pas historique, mais en tout cas, elle montre bien l'esprit dans lequel tout cela est fait. Et l'autel pour faire fonctionner les sacrifices est réinauguré. Et ça, c'est tout à fait historique. C'est même le sens du mot Hanouka. La fête de Hanouka, le mot Hanouka, en fait, veut dire dédicace, réinauguration. Hanoukat Bait en hébreu moderne, c'est le fait d'inaugurer une maison. Et en fait, c'est le résumé d'une expression, Hanoukat Amisbeach, la réinauguration de l'autel. Donc, on refait fonctionner l'autel. C'est ça que désigne la fête de Hanouka, sur laquelle viendront s'ajouter la petite fiole d'huile, et puis on transformera la victoire militaire, parce que c'est ça qu'elle fête finalement au départ, une victoire militaire, et la reconquête de Jérusalem et du Temple, elle viendra s'agréger de significations plus spirituelles à travers l'huile, la lumière, mais tout ça c'est une construction théologique qui prendra quelques siècles. Alors, cette guerre est intéressante en termes d'évolution du judaïsme parce qu'elle nous montre que le judaïsme ici évolue. Il y a 2 innovations théologiques qu'il est digne de mentionner. On avait toute une galerie de personnages déjà dans l'histoire juive. Il y avait le saint, il y avait le pieux, le chassid, il y avait le sage, il y avait le prophète. Ici apparaît quelque chose d'assez nouveau, d'assez étonnant. D'ailleurs, c'est la figure du martyr. Il y a de fait toute une littérature rabbinique qui met en avant ce nouveau modèle, le martyr, celui qui est capable de se révolter au nom du Kiddush Hashem, éventuellement de mourir à Shabbat, notamment. On ne prend pas les armes. Au début de la guerre, beaucoup de Juifs se sont laissés massacrer de ce milieu chassidéen, et puis ils ont évolué. C'est la notion aussi de pikuach nefesh, à savoir que la vie prime. Donc on voit que cette guerre provoque des changements même d'évolution au sein de ces milieux sur la conception du judaïsme. En tout cas, voilà, une galerie de personnages qui s'enrichit de ce nouveau modèle quelque part. Et puis la notion de rétribution future. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est quelque chose qui va ne cesser de se radicaliser avec la destruction du temple. Quand les événements politiques ne sont pas en faveur et ne vous donnent pas raison, encore que là, la guerre finalement civile est gagnée, mais elle était loin d'être gagnée au départ, et c'est la naissance de toute une littérature qui voit au-delà des événements et au-delà des succès des événements.
qui valorise la rétribution future. Et ça, c'est intéressant aussi parce que de ce milieu chassidéen va naître le milieu des pharisiens et peut-être plus tard, plus tard du mouvement rabbinique. Et le mouvement rabbinique portera très fort cette notion, cette opposition quelque part entre monde présent, monde futur, cet espoir d'une rédemption, cet espoir d'un messianisme. C'est une idée qui n'est pas née exactement là, mais pour lequel la culture des Chassidim, des Maccabées va donner un nouveau coup d'envoi. Et quand il y aura une période de désespérance politique un peu plus tard, dans la période romaine que nous allons voir d'ici peu, eh bien cette eschatologie aussi, ce mouvement eschatologique, ce mouvement d'espoir, y compris quand il n'est pas confirmé dans la réalité, va devenir un point très important de la culture juive religieuse. Alors, le temple est réinauguré en moins 164. De fait, la guerre va quand même se poursuivre parce qu'il y a une résistance hellénistique, de ces pouvoirs hellénistiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle va donner lieu, cette victoire, à une nouvelle dynastie politique juive qu'on va appeler les Asmonéens. Ça vient d'un mot Hashmonai en hébreu, qui est un ancêtre éponyme dont on sait peu de choses, mais en tout cas, la nouvelle dynastie qui est issue donc de la famille de Mathétiaou et de ses 5 fils vont être investis en tant que rois. Et c'est intéressant parce que ces rois vont exprimer à la fois quelque chose de très juif, de très ancré dans la culture religieuse, mais petit à petit vont dériver vers une culture politique complètement différente qui va finir par exacerber les tensions au sein même du peuple juif. Je m'explique. Simon, par exemple, on est en moins 142, on est 20 ans après la fin de la guerre civile, encore je vous ai dit qu'elle avait un petit peu duré, mais donc 20 ans après, c'est lui qui instaure pour la première fois la phrase qui nous dit « Première année sous Simon, grand prêtre éminent, stratège et higoumène des Juifs ». Higoumène, du mot égéomai en grec qui veut dire gouverner. En gros, ce Simon qui s'instaure donc comme roi de cette nouvelle entité cumule 3 pouvoirs. C'est ça qu'il faut entendre par la phrase. Il est stratège, il est chef militaire, il est higoumène, on pourrait dire Premier ministre, ou en tout cas roi, en tout cas chef au sens politique, mais il est aussi grand prêtre. Il s'arroge les prérogatives de la prêtrise. Et c'est ça qui va ne cesser de poser un problème dans la culture juive. Il y avait toujours cette séparation du pouvoir qui est inventée même dans la Bible. Il y a Aaron d'un côté, il y a le prophète de l'autre, et puis il y a le chef politique. Les 3 couronnes, les 3 pouvoirs, la séparation des pouvoirs a été inventée par la Bible. Eh bien, le fait que ce Simon s'arroge, alors certes, il est juif, il exprime la résistance juive vis-à-vis des cultures extérieures, et donc ça, c'est un côté qui le rend sympathique auprès de toute une tranche du peuple, mais les milieux religieux, qui vont ne cesser de prendre l'importance, sont choqués par le fait de s'arroger la prêtrise étant réservée en droite ligne par la filiation d'Aaron. Et ça, c'est vécu quelque part comme une faute, une faille en tout cas qui va ne cesser de s'élargir. Ce Simon est assassiné avec ses 2 fils par justement quelqu'un qui est en révolte, et commence la période asmonéenne proprement dit avec une série de rois qui sont comme des sortes de mélanges assez bizarres de potentats hellénistiques et de garants de la tradition juive issue de cette résistance des Maccabées. Jean Hircan, nom étrange à vrai dire, mais de moins 134 à moins 104, se lance dans une série de conquêtes militaires. C'est un aspect assez peu connu de l'histoire juive. De fait, on a tellement été habitué pendant 2000 ans à la perte de souveraineté qu'on a du mal à imaginer que une souveraineté juive fut conquérante. Elle le fut sous Jean Hircan, qui annexe la Samarie, qui annexe l'Idumée, ce sont des territoires aujourd'hui disparus bien sûr, et qui contraint une partie de la population à la conversion. On dit souvent que les Juifs ne sont pas prosélytes, de fait ils ne le sont pas, ils ne l'ont plus été depuis très longtemps, mais dans cette période asmonéenne, il y a quelque chose de conquérant, il y a quelque chose de la culture militaire grecque et moyen-orientale à ce moment-là, qui fait qu'effectivement, il y a eu une extension territoriale et une extension aussi de population extrêmement significative due aux conversions, il faut bien dire, forcées. Alexandre Janet, son successeur, là aussi, nom qui en soi dit beaucoup de cette culture asmonéenne, moins 103, moins 76, continue les combats. Et c'est sous
c'est sous son règne, en quelque sorte, que va vraiment se scinder une culture qui va devenir en opposition, où l'on mentionne pour la première fois les pharisiens, les pérouchim. Les pérouchim vient d'une racine hébraïque qui veut dire pérouche, ça veut dire séparé. Les pérouchim, c'est ceux qui sont séparés. Qui sont séparés de quoi? Eh bien, justement, séparés de cette culture à la fois gloire de la puissance juive, mais et en même temps culturellement peut-être très étrangère, en tout cas à une certaine conception religieuse qui a tous les attraits, tous les apparats de ces petits roitelets orientaux volontiers tyranniques. Eh bien, c'est sous son règne que les pharisiens émergent comme une classe politico-religieuse en opposition avec le pouvoir même hasmonéen. Rendez-vous compte, petite anecdote amusante, ses conséquences ne le sont pas, mais lors de la fête de Soukhot, alors cet Alexandre Janet, bien sûr, s'était arrogé aussi les pouvoirs de la prêtrise. Eh bien, la fête de Soukhot, il est littéralement inondé de cédra. Vous savez, le cédra, c'est l'étrog, ces petits citrons particuliers que l'on met en valeur lors de la fête de Soukhot. Eh bien, il est obligé de fuir tellement la foule le bombarde de cédra. Les conséquences, je vous dis, sont moins joyeuses parce que ce milieu des pharisiens l'exaspère et il tue, nous dit-on, selon les sources de Flavius Joseph, en tout cas plus de 6000 personnes parmi ces pharisiens. Et là, la rupture est consommée, encore une fois, entre une culture populaire, pieuse, qui cherche, en tout cas, qui se veut proche de la tradition, et ce pouvoir politique juif qui dérive vers un modèle culturel, en tout cas, qui n'est pas du tout le sien. De fait, c'est la naissance du mouvement pharisien, qui est donc la reprise de ces milieux populaires qui s'étaient révoltés avec Matathia, et dont on pense, bien que ce ne soit pas complètement avéré, dont on pense qu'ils sont la source du mouvement rabbinique qui, lui, va venir un petit peu plus tard. Alors après, il y a d'autres monarques, d'autres règnes. Il y a bien sûr le règne d'Hérode, bien connu, alors qui incarne à lui seul tout le paradoxe de cette culture à la fois très juive et à la fois complètement absorbé par un autre modèle, personnage cruel, personnage charismatique, personnage contradictoire, qui règne de moins 37 à 4, moins 4, avec des successeurs donc, qui vont ne faire qu'alourdir quelque part la fracture entre ces milieux politiques et encore une fois extrêmement hellénisés et ces milieux populaires attachés à une certaine filiation juive au sens religieux. Alors, entre-temps, le changement majeur, c'est bien sûr un changement de pouvoir politique, mais quelque part, le contexte sociologico-politique, religieux que je viens de poser reste le même. C'est bien sûr le pouvoir romain. Le pouvoir romain qui met son nez dans les affaires orientales en moins 63 avec Pompée. C'est une histoire compliquée que l'intervention romaine, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais de fait, le pouvoir romain est intéressé aux mêmes choses, à savoir récupérer de l'impôt, maintenir les choses de manière calme. Ils sont prêts à faire quelques concessions sur le plan religieux pourvu que ça ne leur pose pas de problèmes politiques, sauf que les choses dérivent. Et puis on a vu qu'il y avait une exacerbation justement de ces milieux religieux qui vont se lancer dans ce que Flavius Joseph appelle la révolte juive, la première révolte juive de 66 à 70, une véritable guerre civile avec des mouvements compliqués, le mouvement qu'on a appelé des zélotes, les sicaires, c'est-à-dire des milieux proches du temple, extrêmement attachés à une certaine tradition, et à la suite d'intrigues politiques, ils vont effectivement déclencher cette révolte contre le pouvoir romain. Et le pouvoir romain va les réprimer de manière absolument cruelle et impitoyable. Les foyers de guerre, les foyers de sédition et de répression se trouvent partout sur cette terre d'Israël, qui est de fait assez vaste à cette époque-là. Et elle se terminera bien sûr avec la fameuse prise de Masada, où sont retirés un certain milieu parmi les zélotes, avec cette cruauté extrême et cette patience militaire, cette culture ingénieure des Romains qui, voyant effectivement la forteresse imprenable, vont prendre le temps de construire cette gigantesque rampe de terre que vous connaissez si vous êtes allé à Masada, c'est incroyable, et donc vont patiemment mener une guerre d'attrition et finalement conquérir cette forteresse de Masada où ils vont trouver des combattants
morts, puisque évidemment, ils vont tous se suicider de manière collective avant d'être faits prisonniers par les Romains. Ce qui dit à la fois l'exaspération, la détermination de cette culture de résistance et le drame absolu parce qu'effectivement, le temple est détruit en 70. Je viens de parler de la prise de Massada qui, de fait, a lieu 3 ans plus tard, en 73. Mais auparavant, c'est bien sûr la destruction, la deuxième destruction du temple, définitive, celle-là, et puis la volonté d'en finir, la volonté d'éradiquer non seulement toute rébellion au sens politique, mais aussi sociologiquement les Judéens, et puis la culture juive. Il y aura une deuxième révolte, je la mentionne parce qu'elle est importante, elle est de 132 à 135, la révolte dite de Bar Korba. Bar Korba est un chef militaire soutenu à l'époque par le plus grand rabbin de l'époque, Rabbi Akiba, qui va tenter une ultime tentative, mais de fait, ce sera cette fois-ci la fin de toute souveraineté juive politique sur ce territoire. Et c'est là que la réaction d'Adrien, qui est l'empereur du moment, va être absolument terrible. Ce sont des déportations en masse, ce sont des massacres en masse. C'est la destruction absolue du temple sur lequel la tradition nous dit que l'on passe la charrue pour vraiment abraser tout bâtiment. Et surtout, le fait de renommer Jérusalem Aelia Capitolina, donc d'effacer la mémoire juive, c'est bien de cela qu'il s'agit, et d'interdire aux Juifs de revenir dans cette ville, sauf un jour de l'année, le 9 Av, pour venir pleurer le temple détruit. Donc vraiment une politique de répression absolument maximale qui va avoir des conséquences gigantesques au niveau de l'histoire juive. La tradition juive l'appelle le Khurban. Le Khurban, c'est la catastrophe absolue. La catastrophe absolue qui aurait pu signifier cette fois-ci la destruction du judaïsme, tout simplement, parce que sociologiquement, la base était détruite. On a vu que les Sadducéens, évidemment, ont été détruits avec le temple. Toute cette élite, au sens des Lévites et des Kohanim, a été détruite. Et il a fallu justement la prescience d'un homme issu de ce milieu des pharisiens, Yochanan ben Zakkai, qui, nous dit-on, avait négocié avec l'empereur Vespasien, ayant vu la fin de toute souveraineté juive. Il lui a dit « Donnez-moi juste une chose, donnez-moi Yavné et ses vignes », expression pour dire « Laissez-moi me retirer » près de Yavné, donc ce faubourg aujourd'hui de Tel Aviv, pour reconstruire le judaïsme. Et là, c'est le début proprement dit du mouvement rabbinique, effectivement, qui va poser, on l'avait vu, le fameux synode de Yavné, qui va poser les bases de la Mishnah, de la loi, d'une réinterprétation totale du judaïsme, alors même que les structures religieuses et politiques sont détruites. Le temple, c'est fini, les sacrifices, c'est fini, tout le milieu qui détenait, qui faisait fonctionner le judaïsme de manière institutionnelle est massacré, et il faut réinventer quelque chose de tout à fait différent. Et c'est donc le mouvement rabbinique, ces sages, à l'issue de Yochanan ben Zakkai, qui vont patiemment réourler une histoire juive totalement différente, faite, comme je l'ai souvent mentionné, d'une réécriture de la loi, donc rédaction de la Mishnah, d'une réinterprétation des sacrifices en termes de prière, le sacrifice du cœur, donc l'aspect liturgique, et puis qui vont mettre au sens l'étude de la Torah, une réinvention totale, complètement surprenante du judaïsme. Donc, drame absolu en termes d'histoire juive, impulsion totalement nouvelle du judaïsme. Là, on est au cœur de ces articulations impossibles entre menaces existentielles majeures et résilience et capacité de se réinventer. Ici, c'est un des moments majeurs, effectivement, de l'histoire juive. Comme il y en est peu, on peut bien sûr après voir l'expulsion des Juifs d'Espagne qui aura cette même répercussion, on va dire, planétaire. C'est véritablement la fin du judaïsme antique et le début d'une toute autre histoire. Voilà un petit peu pour cette période romaine. Je regarde pour voir comment on va continuer effectivement. Oui, alors, il est resté, je le mentionne avant de passer à la partie suivante, on va
on va passer cette fois-ci à ce qui est le grand 1 de notre plan, le temps du Talmud. Parce que l'histoire continue, mais de fait, donc, en terre de Palestine, il va rester des Juifs, justement regroupés de manière religieuse autour de Yochanan ben Zakkai, qui va réinventer ce judaïsme. Et c'est la période, on l'a vu à travers un autre cours, des Tanaïm, tous ces sages qui vont monter des maisons d'études. Ça aussi c'est une institution nouvelle qui naît à ce moment-là. Des intellectuels, en quelque sorte, qui commencent à agréger autour d'eux des petits groupes de disciples. Des synagogues aussi qui commencent à apparaître. Et qui vont petit à petit former ce milieu des Tanaïm, donc qui vont rédiger la Mishnah et qui vont continuer et réinventer en fait l'histoire juive. Pas très longtemps en fait, parce que en 324, c'est l'autre élément majeur au plan historique, Constantin prend le pouvoir, il défait définitivement les Romains de Licinius, à ce moment-là, le général romain qui lui fait face, et il instaure donc cette culture byzantine avec une christianisation forcée de cette terre de Palestine, puisque désormais elle s'appelle Palestine. L'un des actes d'Adrien avait été non seulement de renommer Jérusalem Aelia Capitolina, mais aussi de renommer cette région sous le terme de Palestina. Et donc Constantin christianise cette portion du pays. Et là, les temps sont durs pour cette culture juive des Tanaïm. De fait, ils vont être obligés de rédiger, de finir le Talmud palestinien. Je l'avais mentionné assez rapidement. Vers 425, l'institution juive du patriarcat, vous savez, il y avait Yehuda Anassi, Jéhuda le prince, à savoir il y avait une sorte de chef un petit peu politico-religieux qui incarnait le lien de ce judaïsme vis-à-vis des pouvoirs publics. En 425, ce titre est supprimé. Et le Talmud, les discussions après la Mishnah, après 200, continuent, mais continuent très très peu de temps, 100 ans tout au plus. Et le judaïsme palestinien, en quelque sorte, disparaît pratiquement vers 300-400. Et c'est la fin en tout cas de ce judaïsme à cet endroit de l'histoire. Mais bien sûr, comme dans l'histoire juive, on va le voir assez souvent, entre-temps, un autre foyer est né, et c'est la partie que je veux voir avec vous ici, en Babylonie. En Babylonie, c'est ce que j'ai institué le temps du Talmud, ce que j'ai appelé le temps du Talmud, qui va de fait poursuivre l'histoire palestinienne. La Palestine, on va dire, disparaît en tant que foyer d'influence. Il ne va pas complètement cesser, mais en tant que foyer d'influence vers 300-400, on le voit. Mais entre-temps, c'est le foyer babylonien qui va prendre le dessus. Alors, les contextes politiques, là aussi, je ne fais que contextualiser parce que c'est une histoire complexe, d'ailleurs pas toujours très bien connue. Il va y avoir deux grandes dynasties qui vont nous concerner au temps du Talmud, la dynastie des Parthes. Les Parthes sont un peuple venu du centre de l'Asie, des Arsacides, parce que Arsas Ier est ce roi qui, de moins 200 à plus 200, pour simplifier, prend le pouvoir dans cette région du monde. Ce n'est pas important en soi politiquement, c'est juste important parce que ça va instaurer une première scission au sein du judaïsme, parce que pendant ce temps-là, les Juifs, les Judéens qui vivent en Palestine sont sous le pouvoir romain, et pendant ce temps-là, donc les Juifs babyloniens, eux, sont sous le pouvoir parthe. Et c'est la première fois que cette entité judéenne, qui avait commencé à se diasporiser, à vivre dans des endroits différents, vont être pour le coup sous des régimes politiques différents. Et ça va contribuer à scinder un peu plus la culture juive, à l'enrichir quelque part, mais donc c'est la première fois que les Juifs sont sous des régimes politiques différents. C'est ça qu'il faut retenir peut-être de la période des Parthes. En 250, ces Parthes sont eux-mêmes vaincus par les Perses sassanides. Les Perses, on les a déjà connus du temps de Cyrus. Eh bien, les Perses reviennent dans la région et de 226 très exactement jusqu'à 642, moment où ils seront vaincus à nouveau par les Arabes qui se lancent dans une conquête de tout le Moyen-Orient, eh bien, ils vont vivre sous la dynastie des Perses, dont je ne vais pas dire grand-chose politiquement, si ce n'est que là aussi, il y a un contexte intéressant qui se reproduira souvent dans l'histoire juive ultérieure, c'est que les Perses vont se faire les tenants du masdéisme religieusement,
masdéisme fondé sur une sorte de dualisme qui va à la fois constituer une menace pour le judaïsme et une influence en termes de mystique, surtout cette culture perse qui met l'accent donc sur les forces du bien et du mal, sur la lumière et sur l'obscurité, avec toute une angélologie, toute une hiérarchie céleste, etc. Évidemment, est très très éloignée du monothéisme défendu par le judaïsme, mais en même temps, bel exemple d'influence contradictoire, quand c'est bien même pour lutter contre, en fait, l'influence est là aussi. Le judaïsme va inclure toute une partie eschatologique et aussi mystique très très forte qui est due justement au masdéisme. C'est un aspect intéressant de la culture juive de cette époque. Mais je vais délaisser là les événements politiques pour simplement me concentrer sur la création de ce judaïsme babylonien, qui est ce judaïsme du Talmud, et qui va se prolonger par la période des Géonim. En tout cas, là, on est dans une histoire qui se déroule entre 200 et 1000, et entre 200 et 1000, c'est ce foyer babylonien qui est véritablement le flambeau de la culture juive. Et là, on voit aussi une espèce de constante, à savoir que les foyers d'influence, les foyers de leadership religieux ne cessent de se déplacer. On l'a vu, vers 200-300, ça devient très très difficile pour les juifs palestiniens qui colligent à la hâte le Talmud et qui cesse d'avoir une influence en tout cas majeure, et c'est ce judaïsme babylonien qui prend le relais avec des grandes personnalités. Il se met en place autour des années 200, donc à la fin du pouvoir parthe et au début de ce pouvoir perse, par la fondation de yeshivot. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce que c'est une institution nouvelle dans l'histoire juive que ces yeshivot. Je l'ai dit, les Tanaïm étaient des intellectuels qui agrégeaient autour d'eux des élèves qui étaient certes très très motivés par l'enseignement de leur maître, mais ils étaient extrêmement peu nombreux. La structure, c'était plutôt la maison du rabbin, Bérav, comme on dit en araméen. Et donc, on parle d'ici d'une cinquantaine de personnes, tout au plus, dans des foyers divers qui suivaient tel ou tel maître, etc. Mais à partir de 200, donc ces institutions de yeshivot commencent à être fondées, des centres plus hiérarchisés, qui attirent des élèves nombreux qui viennent éventuellement de loin. Et la culture du Talmud babylonien n'est pas explicable sans justement le développement de ces yeshivot, à la tête duquel trône un Rosh Yeshiva. C'est encore une institution qui existe, bien sûr, dans le judaïsme traditionnel ou orthodoxe, et le Rosh Yeshiva est réellement une personne importante. Alors au passage, un petit point de vocabulaire intéressant. Vous savez qu'il est de nombreux rabbins, certains que l'on nomme rabbi et d'autres rav. C'est justement quelque chose qui permet de discriminer. Quand quelqu'un s'appelle rabbi, c'est nécessairement un rabbin palestinien parce que l'ordination, cette smicha, cette autorisation officielle pour un rabbin d'enseigner et de juger, était donnée simplement en terre d'Israël, qui gardait quand même cette prérogative. Quand bien même le centre était moins important, c'était quand même le centre historique. Et les rabbins palestiniens s'appellent Rav, qui veut dire un maître aussi, mais sans ce titre de rabbi. C'est comme ça qu'on reconnaît les Tanaïm et les Amoraïm palestiniens ou babyloniens. Donc, le nom de ces grandes académies talmudiques s'appelle Soura, elle s'appelle Nehardea, elle s'appelle Pumbedita. Pour ceux qui sont familiers de la culture talmudique, ce sont des noms que l'on revoit venir souvent. On comptera 8 générations d'Amoraïm, voilà, qui sont connus de ceux qui fréquentent le Talmud, pour vous dire la profondeur de cet enseignement, donc qui va durer beaucoup plus longtemps. La période des Amoraïm babyloniens excède de beaucoup celle des Palestiniens. C'est ce qui fait d'ailleurs que le Talmud de Babylone va l'emporter sur le Talmud d'Israël, sur le Talmud palestinien. J'avais déjà mentionné ce fait. Alors, l'organisation de ce judaïsme babylonien va se prolonger. Là, on était encore sous les Perses, mais je vous l'ai dit, les Perses sont vaincus par l'arrivée des Arabes, plus exactement par Omar. Alors, vous le savez, en 632, Mahomet, le fondateur de l'islam, meurt. Il est remplacé, bien sûr, c'est le cas de le dire, remplacé par des califes. Le mot calife veut dire remplacer, c'est le même mot d'ailleurs en hébreu. Léachlif, ça veut dire remplacer. Ce sont les successeurs du prophète, les 4 prophètes bien guidés, comme on dit dans la tradition islamique, les Rashidoun, avec Abou Bakr et Omar. C'est Omar qui nous intéresse ici, parce qu'en 634, il mène une série de combats dans la région,
prend Jérusalem, fait tomber Jérusalem, les Perses sont éliminés et les Arabes au départ sont plutôt conciliants avec les Juifs. C'est eux qui permettent pour la première fois aux Juifs de revenir à Jérusalem. Inutile de vous dire que l'accueil des populations juives a été plutôt bon au départ vis-à-vis des Arabes, qui permettent donc ce retour des Juifs à Jérusalem, et puis bien sûr la construction de ces fameux monuments que l'on connaît aujourd'hui à Jérusalem. En 691, la coupole du rocher, en 702, la mosquée de Al-Aqsa, d'où est censé avoir être montée la jument Moubarak de Mahomet au ciel. Donc tout ça est un contexte important aussi pour le judaïsme, encore jusqu'à nos jours, avec cette dynastie tout d'abord des Omeyyades qui vont s'installer à Damas, et ça c'est important parce que c'est pas très loin de Jérusalem, et puis la dynastie des Abbassides qui en 750 va remplacer de manière violente d'ailleurs la dynastie des Omeyyades et va instaurer son siège à Bagdad. Et ça, c'est important parce que c'est quand même une migration du centre de pouvoir beaucoup plus à l'est qui va en quelque sorte faire que Jérusalem va être un petit peu délaissée, en tout cas moins proche des centres de pouvoir politiques de l'époque. Ça encore, c'est pour la contextualisation historique. Le judaïsme babylonien se poursuit sous la période arabe. On a vu que sous la période perse, eh bien, il met en route le Talmud, qui de fait est colligé en Babylonie vers 500. Donc 150 ans d'études de plus par rapport à son modèle palestinien. Le Talmud donc est par Rav Ashi et Ravina en moins 490. Autour de 500, on collige les conversations talmudiques. Donc vous le savez, le Talmud c'est l'agrégation de deux parties, la Mishnah qui est le cœur de la loi, et puis les conversations sur la Mishnah. Et quand on réunit la Mishnah et ces conversations, on appelle la Gemara, l'achèvement, eh bien on a le Talmud. Encore une fois, le Talmud babylonien en 350 est ficelé, et jusqu'en 500, les conversations continuent en Babylonie, et de fait, le Talmud babylonien est beaucoup plus riche, beaucoup plus complet, il commente beaucoup plus de traités de la Mishnah, et il bénéficie aussi d'une masse critique beaucoup plus importante du fait de toutes ces yeshivot, de ces institutions nombreuses et pleines de succès. De fait, c'est ça qui est intéressant sous la période islamique. Donc, c'est la période qu'on appelle des Géonim. De la fin du Talmud, de la fin de la rédaction du Talmud jusqu'à l'an 1000, donc là, il y a à peu près 6 siècles, eh bien, c'est la période des Géonim, une période absolument florissante pour l'histoire juive. Un Gaon, c'est un titre, c'est un mot que l'on trouve dans la Bible, qui veut dire génie, quelqu'un d'extrêmement honoré. Les Géonim, c'était le nom collectif que l'on donnait aux sages qui dirigeaient justement toutes ces yeshivot en Babylonie. Et de fait, autant on identifie les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah, les Amoraïm, les auteurs de la Gemara, les Géonim, ce sont les successeurs des Tanaïm et des Amoraïm qui vont donner une ampleur au Talmud. Le Talmud, lui, est rédigé, mais en fait, on sait très bien que la rédaction ne s'est pas terminée en 500 et qu'il a fallu un véritable travail d'édition, à savoir mettre des titres, des intertitres, introduire les discussions, en déplacer l'ordre. Et en fait, le Talmud, tel qu'on le connaît ici aujourd'hui, est plutôt l'œuvre de ces, alors pour le coup, d'anonymes, beaucoup d'anonymes, vers le 8e, 9e siècle, qui vont donner vraiment sa forme au Talmud. Il va y avoir une compétition entre le centre palestinien et le centre babylonien, chacun ayant sa zone d'influence. En Palestine, ils ont beaucoup d'influence sur le Liban, sur la Syrie et sur l'Égypte. Et le Babylone, ce qui va assurer le succès de ce judaïsme babylonien et du Talmud, c'est le fait qu'ils sont en lien avec des terres beaucoup plus lointaines, en Espagne. Et tout cela se fait à travers un nouvel objet de la culture rabbinique qu'on appelle les She'elot et Tshuvot. She'ela, c'est une question. Tchouva, c'est une réponse. She'elot et Tshuvot, c'est ce qu'on appelle la littérature des responsables. C'est intéressant en termes d'histoire juive générale parce que effectivement, le judaïsme babylonien tient le lead, mais pendant ce temps-là, on va le voir tout à l'heure, en Europe, en Espagne, en Italie, commencent à s'installer des petites communautés qui n'ont pas encore la masse critique ni la connaissance. Et donc, ces communautés naissantes
pose des questions au grand centre. Alors, soit il s'adresse au centre palestinien, soit au centre babylonien, pour recevoir des réponses qui sont parfois de véritables traités à une petite question factuelle de rite ou de pratique. De véritables ouvrages de réponses, de conceptualisation de la pratique sont écrits. Et c'est à travers cette compétition des responsables, la littérature des responsables, que va se jouer justement la compétition entre le centre palestinien et babylonien. Et de fait, le centre babylonien, beaucoup plus nombreux encore une fois, va l'emporter dans la constitution de ces communautés en Espagne, dans la vallée du Rhin, dans l'Italie, qu'on verra tout à l'heure. Et c'est ce qui va donner sa prééminence au Talmud babylonien. De fait, quand on parle du Talmud aujourd'hui, c'est tout simplement le Talmud babylonien. Je pense d'ailleurs qu'il est de nombreuses personnes ignorent qu'il y a un Talmud palestinien qui certes suscite l'intérêt des historiens et d'ailleurs avec beaucoup de choses intéressantes, des choses propres à la terre d'Israël, en particulier sur l'agriculture, mais c'est le Talmud babylonien que l'on vend couramment dans les librairies aujourd'hui. Et cela est le résultat, quelque part, de cette compétition menée à cette époque. Alors, je vous le dis, le nerf de la guerre pour ce rayonnement du judaïsme babylonien, c'est la littérature des responsables. De fait, c'est toute une littérature absolument extrêmement intéressante, avec une formalisation de la loi. C'est dans cette période des Géonim, notamment, que l'on y parle des 613 mitzvot, qu'apparaissent des livres sur les mitzvot, qui détaillent ces mitzvot. C'est l'apparition d'une culture thématique aussi. Ça aussi, c'est un objet nouveau dans la culture juive, parce que, je l'ai souvent dit à propos du Talmud, c'est une mer dans laquelle on se plonge. Alors, pour s'y plonger, il faut y vivre, il faut étudier 12 heures par jour pour pouvoir maîtriser les choses. Mais petit à petit, le peuple juif se diasporise. Il n'est pas non plus complètement avalé par ce monde des yeshivot. Tout simplement, il y a des gens qui travaillent et d'autres qui étudient. Il y a une fonctionnalisation différente qui commence à s'installer au sein même du peuple juif, dont une partie importante, du coup, ne maîtrise plus la littérature religieuse. Donc, il faut commencer à résumer les choses de manière thématique. Les gens n'ont plus le temps de se jeter à corps éperdu dans le Talmud et de savoir qu'on y parle de Shabbat ici, mais aussi à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il faut résumer les choses, regrouper les sujets. Et c'est le début d'une littérature thématique, objet nouveau, encore une fois, dans la culture juive, sans lequel une évolution ultérieure qu'on appelle la littérature codificatoire ne serait pas concevable. Un livre comme le Shulchan Arour doit tout à cette culture des Géonim qui commence à regrouper et à thématiser les sujets. Ça, c'est un point vraiment important de cette culture des Géonim. Un point important aussi, je le mentionne juste en passant parce que c'est un sujet en soi, c'est l'opposition au karaïsme. Le karaïsme, c'est un schisme. Finalement, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire juive, mais c'en est un réel qui a failli, non pas emporter le judaïsme, mais qui lui a posé énormément de problèmes. Le karaïsme est un mot qui vient du mot mikra. Mikra, on l'a vu, c'est l'écriture, la sainte écriture, le verset en hébreu. Et les karaïtes, en hébreu, les baalé à mikra, les tenants de la mikra, sont une sorte de mouvement de protestation contre la culture rabbinique. Le karaïsme, fortement intéressé, fortement indexé sur la culture musulmane arabe de l'époque, d'ailleurs, c'est un autre sujet, s'insurge contre la culture rabbinique en disant chacun doit avoir un accès direct au texte. Toute cette culture de la loi orale surimposée à la loi écrite, on avait déjà parlé de ça, la loi orale n'est pas divine. C'est à chacun d'avoir un accès direct au texte. Et ce protestantisme, en quelque sorte, au sein du judaïsme, a failli l'emporter. Il a touché une portion significative du peuple juif, 30 à 40%, et il a mobilisé énormément l'énergie de ces grands dirigeants qui étaient les Géonim. Et de fait, il a régressé. Il y a encore des communautés karaïtes aujourd'hui dans le monde, en Turquie, à Istanbul, il en a une petite. Il y a une magnifique synagogue karaïte à Jérusalem, la plus vieille du monde. Il y en a eu en Crimée et en Lituanie. Mais c'est un mouvement qui, au 9e et 10e siècle, a pris une ampleur démesurée, très très importante en tout cas, qui a mobilisé énormément d'énergie. C'est un mot en tout cas que vous devez connaître. Et de fait, qui est au cœur de la culture juive, parce que s'il y a un dogme, comme je l'ai souvent dit, le judaïsme n'a pas de dogme, s'il y en a un, c'est bien le dogme de la loi orale, qui est une véritable révolution en quelque sorte. On en avait vu différents aspects quand on avait sur le cours sur le Talmud, mais cette idée que ce sont deux lois révélées
la loi écrite et la loi orale qui sans cesse la commentent, en fait que l'implicite est tout autant révélé que l'explicite. Il n'y aurait pas une révélation d'un texte et puis après des commentaires humains. L'implicite du texte est lui-même considéré comme de la révélation et c'est le coup d'envoi d'une conception dynamique de réinterprétation constante du judaïsme et on voit que ça bloque à ce moment-là, qu'il y a une culture axée sur la littéralité du texte. De fait, c'est exactement ce qu'est le mouvement karaïte, un mouvement littéraliste qui refuse cette évolution de la culture rabbinique. Et je le mentionne pour dire que les géonimes, en ceci, sont vraiment les légataires de ce judaïsme talmudique, des Tanaïm et des Amoraïm, en ce sens qu'ils cultivent la loi orale. Quand ils détaillent, par exemple, les 613 mitzvot, ils font un travail de loi orale, parce que ces mitzvot ne sont pas formulées telles quelles dans la Torah. Elles s'y trouvent, bien entendu, mais il faut savoir les extraire. Et la légitimité de l'extraction, quel statut est là? Eh bien, si on ne croit pas à la loi orale, elle n'en a aucun. Si on y croit, moyennant des techniques d'exégèse, bien sûr, rigoureuses et particulières, alors le judaïsme peut s'enrichir d'une interprétation nouvelle qui soit dans la droite ligne, inspirée de la Bible. Ce n'est pas juste une culture surajoutée par une classe d'intellectuels, ça fait partie de la révélation. Et cet aspect-là de la Torah orale est très important et a été développé par les géonimes. Un dernier point d'évolution extrêmement important de ces géonimes, c'est le début de la philosophie juive. Ça aussi, c'est un ovni, un objet en tout cas intellectuel nouveau dans l'histoire juive. Je vous l'ai dit, les géonimes sont les continuateurs du projet talmudique. Ce sont des halachistes, des spécialistes de la loi. Ils vont rédiger des compendiums sur tel ou tel sujet. Ils vont commencer à regrouper la littérature talmudique dans des codes thématiques. Tout ça, ils le font. Ce sont des grands inventeurs aussi en liturgie. Les premiers sidurim, les premiers livres de prière ordonnés, naissent aussi dans cette période des géonimes. Ce sont leurs œuvres. Le premier sidour, de fait, sera celui je vais citer deux noms ici, de Amram Gaon et de Saadia Gaon. On a compris que Gaon, c'est le titre. Et Amram Gaon, donc vers 855, vers la fin du IXe siècle, il y a des premiers livres de prière. Et quand on les regarde aujourd'hui, quand on nous regarde, en tout cas les témoignages tardifs, on s'aperçoit qu'il est extrêmement peu différent des sidours. Les prières sont déjà classées. La conception du déroulé de la prière est extrêmement proche de nos sidurim actuels, les Birchot HaShachar, les Psuké des Imra, le Shema Israël, puis la Hamida, puis la lecture de la Torah. Tout ça est extrêmement proche de nos livres de prière actuels. Je veux juste faire ressortir un grand nom de cette période, il y en a beaucoup, c'est Saadia Gaon, 882-942. C'est l'un des plus grands sages de la tradition juive, de l'importance de Maïmonide, de l'importance de Rashi, de l'importance, il y en a tellement, ce serait difficile de tous les citer, mais Saadia Gaon, qui était le dirigeant de son époque, il était nommé Gaon de Pumbedita, cette grande académie talmudique en 928, c'est le précurseur justement de beaucoup de codes. Il a écrit un nombre de responsa absolument invraisemblable. Il a donné la première traduction de la Bible en arabe, ce qu'on appelle le tafsir. Le tafsir, c'est la première traduction autorisée, en tout cas, de la Bible en arabe. Et il a écrit surtout l'un des tout premiers livres de philosophie juive. Alors, ça vous paraît peut-être banal de dire ça, mais la philosophie n'était pas la manière de formuler des sages. La pensée rabbinique est une pensée organique qui voit un lien consubstantiel entre le peuple juif et Dieu et donc qui essaye de formuler une pensée, certes, mais c'est une pensée pratique, une pensée du quotidien, c'est une pensée qui est coulée dans les gestes du quotidien. Eh bien, sous l'amicale pression, pourrait-on dire, de l'islam de l'époque, qui commence aussi à avoir une conception rationnelle, ce qu'on appelle le mouvement du kalam. Là aussi, il y aurait vraiment de quoi y consacrer tout un cours entier. Il y a vers le 8e, 9e siècle en islam un mouvement qui commence à vouloir justifier, c'est-à-dire même chose,
on peut vivre les choses de manière organique, mais vient l'idée que le fait de justifier les choses est important. C'est évidemment une rencontre de la philosophie grecque, qui elle existe depuis bien des siècles, et de la religion, avec des problèmes nouveaux qui n'étaient absolument pas ceux des sages. Le problème du conflit éventuel entre la raison et la foi, qui est le grand problème médiéval, n'était absolument pas conçu comme tel par les rabbins. Tout était du domaine de la foi. La raison, il n'y avait pas même matière à opposer l'un à l'autre. Il n'y avait pas cette opposition des vérités dites rationnelles et puis des vérités dites scripturaires, ce qui est écrit dans la Bible. Tout ça commence à être posé avec les premiers sages musulmans. Al-Farabi est l'un des tout premiers philosophes qui, après une œuvre de traduction d'ailleurs des sources grecques, d'abord en syriaque, puis du syriaque en arabe, commence à récupérer des problèmes rationnels posés, importés de la philosophie grecque et de la rapporter à la religion pour en faire un mixte propre. Eh bien, cette influence se fait sentir dans le judaïsme et Saadia Gaon, très proche et en cela, on le voit aussi très inséré dans la culture de son temps, commence lui-même à traduire toute la conceptualisation des premiers philosophes arabes en hébreu et pose d'ailleurs à lui seul 80% du vocabulaire philosophique hébraïque est dû à Saadia Gaon et commence à poser des problèmes pour la première fois, le problème de l'unité divine, le problème de les anthropomorphismes de la Bible, le fait qu'on parle de la main de Dieu, de la voix de Dieu, tout ça étaient des choses qui étaient vécues de manière tout à fait naturelle par les sages, mais voilà, se posent des problèmes de manière philosophique, et c'est donc l'invention de la philosophie juive qui se fait aussi à travers Saadia Gaon principalement, mais dans cette période des Géonim. Alors, on pourrait continuer, mais il nous faut clore cette période de fait. Les Géonim, changement politique. Après la mort de Saadia, les liens entre les liens commencent à se distendre avec les yeshivot lointaines qui sont en Espagne. Des facteurs politiques sont à l'œuvre. La dynastie abbasside qui avait pris le pouvoir en 750 est elle-même morcelée. Des combats ont lieu un petit peu partout au Moyen-Orient à cette époque-là. Et puis la politique se durcit aussi des abbassides envers les Juifs. Bref, les centres économiquement, politiquement et donc spirituellement aussi commencent à se fermer. Et le dernier Gaon, Aïe Gaon, il s'appelait, en 1034, la dernière yeshiva d'importance, ferme en Babylonie. Et c'est la fin de ce judaïsme flamboyant, donc de 200 à 1000, donc on parle ici de 8 siècles, de rédaction du Talmud, de poursuite de cette œuvre par les Géonim, qui s'achève, alors même, encore une fois, c'est l'histoire juive constante ici qui se poursuit et qui s'instaure, alors même que d'autres centres de leadership naissent ailleurs dans le monde. C'est ce que je veux voir maintenant. Bien sûr, en poursuivant, on va changer de région, donc nécessairement. J'avais prévu de vous en parler davantage, mais l'un des premiers centres qui va prendre le relais de ce juif babylonien, c'est le centre de Kérouan. Kérouan, c'est une ville actuelle de Tunisie, vous la connaissez sans doute. Eh bien, ce judaïsme kérouanais va être un véritable passeur de la culture juive babylonienne du Talmud, des Géonim, vers l'Europe, vers l'Espagne et vers d'autres contrées aussi. Je n'ai pas le temps de m'attarder vraiment sur ce judaïsme kérouanais. Je veux juste mentionner Isaac Israéli, qui est l'un des tout premiers philosophes aussi contemporains de Saadia Gaon, et de Dunash Imtamim, qui est l'auteur d'un commentaire du Sefer Yetzira. Ça vaut le coup de le mentionner. On fera un cours sur la Kabbale, sur la mystique juive. Le Sefer Yetzira, c'est le premier livre mondialement connu, on va dire, de mystique juive. C'est là où apparaît cette notion de séphira, les séphirotes, qui sont comme des sphères d'activité divine, et qui met en équation les lettres de l'alphabet avec les nombres, avec une pensée pneumatique, une pensée, organique entre les nombres, toutes les sortes de nombres, les 7 cieux, les 7 orifices que l'on a dans la tête, les 7 jours de la semaine, qui met tout en contact. Il y a certainement une influence du pythagorisme, du néoplatonisme, mais aussi de sources juives plus mystiques. Le Sefer Yetzira est le premier livre qui parle du monde en ces termes mystiques à travers
la mystique des nombres en particulier. Et évidemment, ce sera d'une importance majeure pour le développement d'une autre kabbale en Espagne plus tard, avec le Zohar. Mais sachez que ce livre, alors les datations, les controverses font rage. Certains le datent du VIe siècle, d'autres plus tardivement, mais en tout cas, c'est dans cette ère et à cette époque que la mystique aussi prend son envol. Et la communauté de Kérouan fait le lien justement entre ce judaïsme babylonien et plus à l'ouest en Europe. Alors, j'en viens à ce qui va nous occuper pendant un moment, c'est ce judaïsme espagnol. Alors, je veux juste faire un arrêt parce que peut-être on ne voit pas vraiment, c'est tellement difficile et tellement divers, les situations sont tellement diverses que peut-être vous vous demandez où est-ce que je veux vous emmener. Encore ici, justement, on était dans une histoire plutôt linéaire, quand bien même faite de rupture, elle était plutôt linéaire géographiquement. Il y a eu ce judaïsme, la période perse, la période hellénistique, la période romaine, mais tout ça se passait autour de la Palestine. On a vu qu'effectivement, ça se complexifie avec cette diaspora babylonienne très importante qui nous occupe de 200 à 1000, et puis que les centres commencent à migrer. Alors là, je vais m'intéresser à l'Espagne, tout en sachant qu'au même moment ailleurs, il y avait bien sûr des communautés juives très très florissantes, dont nous dirons un mot, mais pédagogiquement, évidemment, je ne peux pas parler de tout en même temps, donc on en parlera après. Sachez qu'en Italie, il y a eu un judaïsme très important aussi à cette époque-là. Et puis, bien sûr, c'est le début vers l'an 1000, puisque on en est venu là à la fin du judaïsme des Géonimes, vers l'an 1000, le long de la vallée du Rhin, naît un judaïsme rhénan qui est le foyer du judaïsme ashkénaze. On détaillera ce terme qui, au départ, désigne simplement ces quelques communautés, Worms, Spire, Mayence, Cologne, toutes ces grandes communautés qui vont fournir la base du judaïsme ashkénaze. On ne va pas s'intéresser à ça tout de suite. Ici, on en vient en Espagne, où de fait, le judaïsme a commencé vers le 3e, 4e siècle. Le judaïsme, il faut le savoir, les premières diasporas ont suivi en fait l'Empire romain, tout simplement pour des raisons souvent économiques. Les Juifs travaillaient souvent avec les troupes romaines au gré de leur conquête. Et puis, et aussi suite à la destruction du temple, il y a eu des mouvements de population, alors cette fois-ci non voulus, mais je vous l'ai dit, le massacre a été très important après la destruction du temple. Énormément de Juifs ont été faits esclaves et vendus soit sur les marchés de Phénicie, beaucoup sont allés à Rome aussi, et voilà, ces diasporas forcées en quelque sorte ont été aussi les foyers de nouvelles communautés. Des Juifs en Espagne, il en existe depuis le 4e, 5e siècle, on le sait très bien parce que les Visigoths, eux-mêmes, peuple venus, se sont installés en Espagne, et au 6e, 7e siècle, on prônait et on promue en quelque sorte les premières législations anti-juives systématiques, on va dire. L'antijudaïsme ne date pas des Visigoths. Le mépris pour la culture juive existait déjà en Égypte, il existait aussi chez les Grecs, il existait bien sûr chez les Romains, mais en tout cas à un niveau politique organisé chez les Visigoths, avec Récared, notamment, sinistre mémoire, au 7e siècle, qui va lutter, lui, contre l'invasion musulmane, et bien, créer un royaume chrétien, lui, extrêmement déjà anti-juif. Ça, c'est le premier peuplement de l'Hispania, de l'Espagne. On est au 5e, 6e, 7e siècle. Il y a des communautés juives, mais ce qui va donner le coup d'envoi de cette culture juive en Espagne, c'est encore une fois l'immigration, l'invasion arabe. On le sait, donc les Arabes ont conquis des territoires au nord, vers la Syrie, puisqu'en 632, on les voit vaincre les Perses et réouvrir Jérusalem aux Juifs. Bien sûr, ils vont aller à l'est, plus à l'est, ce n'est pas une histoire qui nous intéresse pour ce cours pour l'instant, et ils vont franchir effectivement à une vitesse absolument sidérante tout le Maghreb pour, en 732, on le sait, atterrir à la fameuse bataille de Poitiers. Gibraltar, c'est le Jabr al-Tariq, la montagne de Tariq, donc au début du 7e siècle, les Arabes franchissent le sud de l'Espagne
et bien sûr occupent toutes ces terres. Et ils vont fonder des institutions politiques puissantes, un émirat au 8e siècle et le califat de Cordoue, 912-1131. Le califat de Cordoue, donc, qui est, alors, pour l'histoire de l'islam, c'est absolument majeur parce que c'est la première scission du califat. Le califat était une institution destinée à être unitaire puisqu'elle est censée exprimer la legacy, l'héritage spirituel de Mahomet. Mais donc la création de ce califat omeyyade, cette dynastie qui avait été rejetée par les Abbassides à Bagdad en 750, un des rescapés de cette dynastie omeyyade va lui-même fonder son califat à Cordoue en 912, Abd al-Rahman. Et ça va être important parce qu'il va avoir une politique extrêmement accueillante pour les communautés juives qui vont de fait s'agréger et grandir et commencer à se fortifier. Ces premières communautés, on l'a vu, elles sont en contact avec le judaïsme babylonien. En 900, on est encore au dernier feu de Géonim. Et à travers des tchouvot et sheilot, des responsables, elles commencent à se constituer, à agréger une bibliothèque juive, à agréger des idées aussi qui leur sont propres. Et ces communautés grandissent, tant et si bien qu'au Xe et XIe siècle, ce judaïsme espagnol est déjà flamboyant avec quelques personnages. Alors l'apogée en général, c'est Abd al-Rahman III, qui est l'un des califes de Cordoue, une politique extrêmement accueillante envers les Juifs, y compris de manière politique. Il s'entoure de médecins, il s'entoure de conseillers, il s'entoure d'avocats. Donc, il y a une participation des élites juives au pouvoir musulman à cette époque-là, en tout cas. Tant et si bien qu'au XIe siècle, un personnage comme Samuel Anagid, Samuel le dirigeant, Nagid, c'était un titre décerné aux Juifs égyptiens, mais pas seulement. Nagid connote une position politique importante. Shmuel Anagid, au XIe siècle, cumule une figure qui va devenir courante dans ce judaïsme espagnol, à la fois de grammairien, de poète, de talmudiste chevronné, et en même temps, il va être vizir du royaume d'Al-Andalus en Espagne, à Grenade, au XIe siècle. C'est un véritable personnage, une figure à la fois intellectuelle, religieuse et politique. Pour ne citer que lui, mais son parcours est incarné par extrêmement de personnages. Alors, le sens de l'histoire espagnole, c'est bien sûr la Reconquista. Ça, c'est un contexte, je ne vais pas me lancer dans cette description purement historique encore, mais c'est un contexte qu'il faut connaître. Évidemment, les Arabes ayant poussé les armées chrétiennes vers le nord, pour monter jusqu'en 732 jusqu'à Poitiers, il y a une résistance chrétienne, les quelques petits royaumes qui vont ne cesser d'avoir de cesse de vouloir reconquérir les territoires perdus. Et c'est ce mouvement de l'histoire espagnole qu'on appelle la Reconquista. Donc, de fait, il y a une pression constante des royaumes du Nord, chrétiens, sur la partie sud de l'Espagne. Et ça, c'est tout à fait important pour les Juifs parce que les Juifs vont être mêlés à cette histoire. Alors, la Reconquista prend un tour important en 1085 parce que le roi Alphonse VI, qui vient de ces royaumes chrétiens du Nord, prend Tolède. Tolède, c'est quand même, on est au sud de l'Espagne, on voit qu'ici la Reconquista a acquis un stade important. Et les Arabes qui avaient un royaume plutôt unifié, ici vont faire appel, parce que militairement ils sont de plus en plus vaincus, leur position politique est de plus en plus faible, ils vont faire appel à deux dynasties qui vont avoir une importance majeure pour l'histoire juive. La dynastie tout d'abord des Almoravides en 1086, qui est une dynastie berbère du Maghreb, donc les petits royaumes, parce qu'il y a une morcellisation du pouvoir politique, qu'on appelle le royaume des taïfas, autant de petits pouvoirs, de petites cités-États, Grenade, Cordoue, Tolède, avant qu'elle soit reconquise, tenue par des roitelets arabes, mais comprenant que l'histoire militaire, en tout cas, n'est pas en leur faveur, ils font appel à la dynastie des Almoravides, qui, de fait, en 1086, reconquiert le sud de l'Espagne. Et le problème de ces Almoravides, c'est qu'ils sont extrêmement anti-juifs, en fait.
les Juifs vont être pour la première fois en Espagne confrontés au choix de la conversion forcée ou de la mort. Et il va y avoir une deuxième dynastie, là je fais un petit raccourci dans le temps, la dynastie des Almohades. Almohades, c'est Almohahidoun, donc les unitaires en quelque sorte. Aussi une dynastie berbère, un peu fanatique, basée sur l'unité de Dieu. Et l'unité de Dieu, ça ne veut certainement pas dire le pluralisme, ça ne veut certainement pas dire l'acceptation qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des juifs. Et là, la répression, le choix, la conversion ou la mort est extrêmement clair. Et de fait, Maïmonide, qui est né lui en 1135, à l'âge de 12 ans, aura à connaître de cette dynastie almohade. C'est ce qui va provoquer son exil à 12 ans. Il est obligé de partir, lui qui habitait Cordoue, parce que cette dynastie des Almohades est extrêmement féroce, intransigeante. Alors de fait, après, ces dynasties vont elles-mêmes s'amollir dans dans cette douce civilisation du sud de l'Espagne andalouse, mais politiquement, c'est quand même assez violent. Au XIIe et XIIIe siècle, on avance, les choses vont s'accentuer. Des mouvements. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'influence arabe va complètement disparaître. La Reconquista va finir par se faire. Et de fait, l'éthos chrétien de ces nouveaux royaumes, donc qui ont reconquis l'espace, vont ne cesser de se teinter d'une couleur anti-juive en quelque sorte. Au XIVe siècle, vraiment, il va y avoir le début d'une d'émeutes extrêmement violentes. Ailleurs en Europe, on observe ça. Au XIIe, XIIIe siècle, la civilisation chrétienne, en quelque sorte, triomphe en Occident. C'est un petit peu la même chose en Espagne, mais avec une couleur particulière. C'est l'affirmation idéologique forte qui va de moins en moins supporter ces éléments allogènes, en tout cas à leur pensée. Tout ce qui ne se conforme pas au modèle chrétien va devenir ennemi, en quelque sorte. Et de fait, il y a cette définition progressive en Espagne qui se fait, une conception autour du sang, avec une foi, un roi, une loi, ce qui sera conceptualisé, et donc toutes les minorités qui ne rentrent pas dans ce cadre extrêmement sévère et certainement pas enclin au pluralisme, va devenir de plus en plus difficile pour les Juifs. En 1391, il faut mentionner cette date, parce qu'on connaît surtout 1492, qui est la date de l'expulsion, quand Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique se marient et réunifient le royaume avec une définition purement chrétienne. En 1391, donc 100 ans avant, il y a un mouvement absolument terrifiant d'émeutes qui vont pratiquement balayer sur leur passage. L'émeute part de Séville à la suite d'un prêche anti-juif de Ferdinand de Ejita, donc le prêtre de la ville, et c'est une émeute qui va carrément balayer l'Espagne, qui va balayer de nombreuses communautés sur son passage, énormément de destruction, des communautés entières, des villes entières disparaissent. La communauté de Barcelone, qui était très importante, disparaît complètement, pratiquement à ce moment-là. Énormément de conversions. Donc c'est une date majeure. Je fais un point ici, enfin je ne fais pas un point, je fais juste un arrêt sur cette notion d'âge d'or, parce qu'on aura compris à travers ce résumé peut-être un petit peu rapide que l'âge d'or en réalité a duré très très peu de temps. L'âge d'or, la convivientia, etc. Pour nous, c'est ce judaïsme espagnol, allez, pour faire large, entre 900 et l'expulsion. Au 1400, donc 4 siècles d'un âge d'or. En fait, c'est absolument pas ça. Si on suit un petit peu la timeline que j'ai rappelée, encore une fois, peut-être trop brièvement, l'âge d'or, c'est juste les débuts de l'émirat et du califat de Cordoue, avec l'intervention de la dynastie des Almoravides et des Almohades, ces berbères fanatiques. C'est déjà la fin de l'âge d'or. Ça ne va pas empêcher de très belles floraisons à la fois temporaires et localisées, parce que dans ces petits royaumes, ces mini-royaumes musulmans qui sont en compétition culturelle, un petit peu comme les villes italiennes dans un autre endroit, voilà, elles font assaut culturel, mais l'ambiance, en tout cas, de la tolérance, enfin, l'ambiance n'est plus du tout à la tolérance, et dès 1150, l'âge d'or est en quelque sorte terminé. Donc, on parle de 200 ans tout au plus, et là, nous qui sommes au XIVe et XVe siècle, a fortiori, encore moins.
Bien sûr, juste le mentionne, tous ces préludes, 1391, prélude à la sinistre instauration de l'Inquisition qui exprime bien ce resserrement, ce raidissement idéologique sur une pureté raciale. De fait, ce sont les Espagnols qui ont inventé ce document absolument terrifiant qu'on appelle la limpieza de sangre, la pureté de sang. Il va falloir justifier du fait que l'on ait une ascendance chrétienne. Et puis le mariage, je le disais, entre Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon en 1479 et le prélude à l'exclusion. C'est l'unification des deux royaumes et politiquement, ce royaume se définit comme une foi, un roi, une loi, et c'est évidemment de la religion du christianisme dont on parle. L'hérésie va devenir un terme courant et l'Inquisition est mise en place dès 1482 avec de sinistres personnages tels Torquemada qui vont faire du zèle. C'est les dominicains qui sont à la source de cette institution. Et de fait, en 1492, c'est effectivement l'expulsion. Tout ça est un prélude à l'expulsion qui va ouvrir une autre période de l'histoire juive. Tout ça, c'était pour la contextualisation politique. Je veux revenir sur le rayonnement culturel juif en Espagne, absolument somptueux, malgré les vicissitudes politiques, avec de grands personnages que je vais juste mentionner. De fait, on aura un cours sur de pensée juive avec différents penseurs, on reviendra sur certains d'entre eux, mais il me faut évidemment mentionner Moïse Ibn Ezra, Judas Halevi, Abraham Ibn Ezra, qui sont à la fois qui incarnent cette excellence juive dans tous les domaines. On avait déjà vu ça à Diagaon. Ici, on parle de personnes qui sont à la fois des poètes. De fait, il faut souligner effectivement la porosité, l'heureuse porosité de ces juifs espagnols en symbiose avec la culture arabe, toute cette culture lettrée arabe de poésie qui célèbre à la fois, on va retrouver ça dans les poèmes juifs, à la fois de manière extrêmement profane, on y chante l'amour des femmes, on y chante l'amour du vin et on y chante aussi l'amour de Dieu. Tout ça existait dans la culture arabe, elle existe aussi dans la culture juive espagnole, chose que l'on ne retrouve absolument pas en Ashkénaze. On verra qu'au même moment, la culture ashkénaze se construit autour non pas d'un resserrement, mais il n'est absolument pas question de faire une place à la culture environnante, en tout cas dans la culture religieuse juive. Ces juifs espagnols, au contraire, sont imprégnés de culture musulmane et arabe et opère cet heureux mélange des genres que l'on trouve dans les deux cultures. Moïse Ibn Ezra, ce sont donc des gens qui sont à la fois grammairiens, de fait, encore une fois, cette fois-ci sous l'influence de musulmanes, des arabes musulmans, qui, à cette époque, théorisent une première linguistique, une construction de la langue. Et bien, même chose, cette influence va migrer aussi dans le judaïsme, et c'est l'époque où apparaissent les premiers livres de grammaire. Je vous parlais des fameuses racines trilitaires. Cette théorie a été créée par les juifs espagnols au XIIe, XIIIe siècle à travers des personnes qui sont à la fois des grammairiens, qui sont des poètes, ils maîtrisent la rythmique et le rythme aussi bien musulmans que juifs. Ce sont de grands halachistes, des codificateurs, ce sont des conteurs, ce sont des chefs de communauté. Judas Halevi est en particulier tout à fait intéressant parce que il est l'auteur d'un livre qu'on appelle le Kuzari, sur lequel on reviendra, qui est absolument majeur parce que c'est le premier livre comparatiste en quelque sorte religieux. Vous savez, il raconte l'histoire des Khazars, ce royaume mythique dont le roi se serait converti au judaïsme et il l'aurait fait à travers une conversation approfondie avec des représentants de chaque religion, chrétiens, juifs, musulmans, et c'est après avoir écouté l'argumentaire du rabbin qui, en son âme et conscience et en connaissance de cause, il se serait converti au judaïsme. C'est extrêmement intéressant parce qu'on est à la fois ici dans une construction identitaire et dans un judaïsme comparatiste qui s'ouvre aux autres cultures avec une organisation à la fois très piétiste et très philosophique aussi. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors,
Que vous dire encore sur ce judaïsme espagnol en termes religieux? On a déjà dit pas mal de choses. On a vu donc l'essor de cette littérature. Je regarde si je ne veux pas vous parler d'autre chose. Il est 20h26. Oui, alors décidément, on ne se dirige pas du tout, mais du tout, vers la complétion de notre plan, mais on a vu que c'était absolument pas grave, on prendrait tout le temps nécessaire. Je veux dire aussi, mais on le verra plus précisément sur le cours de la Kabbale, que en Espagne est née aussi une autre expression de la Kabbale. La Kabbale n'est pas espagnole, elle est née déjà dans une première littérature talmudique, on le verra. Elle est née aussi avec le Sefer Yetzira, quelque part au Moyen-Orient. Mais évidemment, il va y avoir des centres de Kabbale extrêmement importants. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous parler d'un autre personnage, évidemment, peut-être le plus important de tous, c'est Maïmonide. Maïmonide est un fleuron du judaïsme espagnol. Et qu'est-ce qui me fait penser à Maïmonide? C'est justement, en parlant de la Kabbale, un personnage aussi tout aussi important que Maïmonide qui s'appelle Nachmanide. À Gérone, de fait, cette synagogue se visite toujours. Il y a un centre d'ailleurs actuel de Kabbale. Toute la Catalogne et autour de Gérone est un foyer de Kabbale extrêmement puissant. Donc, en plus de cette littérature poétique, liturgique, j'ai oublié de mentionner aussi les piyutim, tous ces poèmes liturgiques que l'on lit beaucoup dans les fêtes et qui, dans le judaïsme, dans les synagogues séfarades, est extrêmement bien conservé, extrêmement actif. Nous, on a cette liturgie a plutôt migré à Rosh Hashanah et à Kippour, mais de fait, dans les autres fêtes, dans les communautés séfarades traditionnelles, il y a toute cette liturgie créée par les Juifs espagnols. Donc, que ce soit la composition purement halachique, réflexion légale, littéraire, commentaire de la Bible, liturgique, création poétique, et il y a aussi, bien sûr, la Kabbale et la philosophie. Donc, je mentionnais Nachmanides pour la Kabbale à Gérone, mais je voulais peut-être terminer sur Maïmonide. Maïmonide à lui seul, qui est, en fait, on fera un cours sur Maïmonide, fait toute une série, toute une saison, il y a quelques années au Centre communautaire juif sur Maïmonide, plus de 15 heures de conférences. Il y a largement de quoi parler. Maïmonide est intéressant parce qu'il a vécu la tourmente de ce judaïsme espagnol. Il était obligé de s'exiler et on le sait à travers différentes migrations. Il a atterri dans ce qui est aujourd'hui la banlieue du Caire, à Fostat, mais il a gardé un lien épistolaire avec ce judaïsme espagnol qui, à l'époque, débordait sur ce qu'on appelait la Provence. Le sud de la France n'était pas culturellement relié au nord de la France, que l'on appelait Tsarfat, qui était un judaïsme ashkénaze pour le coup. La Provence était culturellement complètement reliée au judaïsme espagnol. Et là s'instaure un réseau culturel d'influence absolument très important. On sait que Maïmonide exprime le meilleur quelque part de ce judaïsme espagnol, parce que c'est à la fois un halachiste de première grandeur, c'est lui qui va synthétiser toute la loi dans ce fameux Mishneh Torah. Et donc là, on est dans une littérature de code, on est dans une littérature synthétique, on n'est plus tellement dans la culture talmudiste, qui est encore celle de la culture ashkénaze au même moment. On est dans une synthèse, et puis bien sûr une expression philosophique de ce judaïsme. Et là, on voit combien le judaïsme espagnol est héritier de ce judaïsme babylonien à travers les Géonim. On a vu Saadia Gaon, le premier philosophe juif. Cette culture espagnole reprend à la fois le côté purement religieux, halakha, pratique, mais en même temps ce souci d'harmoniser cette culture juive avec un décentrement quelque part. Le fait de se préoccuper de formuler le judaïsme de manière systématique, ce qui suppose de pouvoir sortir de son milieu pour imaginer comment le raconter de l'extérieur et donc être ainsi en contact avec différentes cultures. La philosophie juive, c'est un exercice de traduction. Il y a un contenu juif religieux qu'il s'agit de reformuler dans un vocabulaire qui n'est pas initialement juif, qui est celui de la philosophie grecque, et donc de faire cet exercice de décentrement et de reformulation. La culture juive espagnole est l'expression à la fois
d'une authenticité, d'une identité absolument magnifique et distincte, et en même temps le fruit de cette culture, s'il n'a pas été celle de la convivencia sur le plan sociologique et politique, certainement culturellement, elle a été en osmose avec une certaine culture musulmane et même une certaine culture chrétienne. Et en cela, le judaïsme espagnol est non pas la continuation, mais était culturellement babylonien au sens des Géonimes. Alors, cette culture espagnole, je l'ai dit, il y est brusquement mis fin en 1492, c'est l'exil forcé. Beaucoup de Juifs vont aller, et là j'en viens, alors je vois que le temps avance, peut-être qu'on va terminer là, je vais juste voilà, parler encore 10 minutes sur les différentes diasporas espagnoles pour pouvoir échanger ensuite. Là, j'annonce un peu un troisième cours, on trouvera une date sans problème, qui parlera du judaïsme ashkénaze, bien sûr. On reprendra l'histoire en l'an 1000, un petit peu en arrière, ce premier moment où les quelques premières communautés le long du Rhin forment ce judaïsme rhénan avec une identité propre, ce qu'on appelle les chassidés ashkénazes, et on verra comment ce judaïsme ashkénaze a lui-même migré de plus en plus vers l'Est pour aller bien sûr vers la Pologne, la Galicie, l'Ukraine, la Biélorussie et devenir tout ce judaïsme ashkénaze au sens large. Donc ça, on prendra le temps, on verra aussi le judaïsme polonais, on verra aussi les émancipations juives au XVIIIe et XIXe siècle. Tout ça, on se le réservera pour un autre cours. Je vais donc là plutôt limiter mon propos aujourd'hui à ce que sont devenus les exilés espagnols. De fait, ils ont fécondé énormément de communautés tout autour du bassin méditerranéen. Beaucoup de Juifs espagnols, tout d'abord, sont allés dans le royaume de Portugal, qui n'était pas encore sont réfugiés. Ils en ont été expulsés 5 ans plus tard, en 1497, sous Manuel II, dans des conditions absolument atroces. Et de fait, la diaspora s'est répandue un petit peu dans toutes les directions de l'espace disponible à l'époque, au sud vers le Maghreb, où ils sont venus renforcer, alors du coup, beaucoup de Juifs qui étaient déjà installés là, mais les communautés se sont renforcées ici. Beaucoup sont allés vers le nord, bien sûr. Alors vers le nord, ça veut dire tout d'abord dans le sud de la France, à Bordeaux plus précisément. Beaucoup se sont arrêtés à Bordeaux tout simplement parce que politiquement, le roi Henri II, en 1550, leur accorde des lettres de patente. On les appelle les juifs portugais, ils ne vont pas s'appeler comme ça tout de suite, on les appelle les nouveaux chrétiens. Mais il ne fait aucun doute pour la population qu'ils sont juifs, ils sont authentifiés comme juifs, et c'est de fait la première communauté qui va pouvoir officiellement respecter une certaine convenance chrétienne, mais pouvoir judaïser en quelque sorte, non pas en secret comme vont le faire les maranes, c'est de fait l'expression extrêmement dépréciative. Marranos, ça veut dire porc, on le sait en espagnol. C'est le nom qu'on va donner aux Juifs qui vont devoir se convertir et qui vont devoir de fait judaïser en secret. Les Juifs bordelais n'auront pas à avoir le faire très longtemps, parce qu'en 1550, comme je vous le dis, le roi Henri II leur accorde des lettres de patence. Ils s'organisent dans des communautés que l'on connaît bien aujourd'hui, la Bastide, Pérorade, Saint-Esprit, dans les faubourgs de Bayonne ou de Bordeaux. Et ce judaïsme bordelais va devenir très institutionnalisé, très statutaire. En 1723, sont renouvelées les lettres de patente et ils peuvent se déclarer comme juifs, être officiellement juifs vis-à-vis du pouvoir royal, et ils vont former une communauté assez florissante qui va participer au développement économique de Bordeaux. Mais bien sûr, une diaspora va monter plus au nord, à Amsterdam. Pas le temps de détailler, bien sûr, toute cette florissante communauté à Amsterdam qui nous est connue, bien entendu, par cette magnifique synagogue portugaise avec ce plancher en bois absolument magnifique qui se visite bien sûr toujours aujourd'hui, et à travers l'histoire de Spinoza, bien sûr, qui est descendant de Maran et qui va connaître les déboires que l'on sait. Il va se faire excommunier. Kherem, le fameux Kherem communautaire, cet instrument absolument terrifiant communautaire qui permettait d'exclure un membre récalcitrant. Toute la pensée critique de Spinoza ne satisfaisait pas nos responsables communautaires à l'époque, mais c'est une autre histoire. En tout cas,
communauté juive d'Amsterdam issue de la diaspora espagnole. En Italie, bien sûr, autre direction de migration qui va souvent, alors il y avait déjà des juifs en Italie, ça on le verra, on le racontera à nouveau la prochaine fois, mais qui va souvent servir de transition vers plus à l'est, vers ce judaïsme de l'Empire ottoman. Beaucoup de juifs s'installent en Italie 1 ou 2 générations avant de migrer à nouveau vers l'Empire ottoman. Empire ottoman, évidemment, extrêmement fécond, puisque Bajazet II, qui est bien avant Soliman, qui est le sultan de l'époque, accueille ces juifs et d'ailleurs ironise sur la bêtise de ces souverains chrétiens occidentaux qui disent mais comment laisser échapper une telle richesse. Lui voit tout le profit qu'il y a à accueillir les juifs économiquement. Les juifs sont des hommes de réseau qui sont connectés évidemment avec différentes diasporas du bassin méditerranéen. Bajazet avait ceci en vue et de fait énormément de juifs vont s'installer par exemple à Salonique, où ils vont importer l'imprimerie. Au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, énormément d'imprimeries vont être instaurées pour la première fois dans l'Empire ottoman. Donc, dans tous les Balkans, de nombreuses communautés vont s'installer. Bien sûr, dans l'actuelle Turquie, les communautés d'Izmir, les communautés d'Istanbul, et aussi, parce que c'est un territoire dominé par les musulmans à l'époque, à Safed. Alors là, vraiment, on réservera pour le cours suivant plus de temps, parce qu'à Safed, au XVIe siècle, c'est le début aussi d'un centre de Kabbale tout à fait important en Galilée, Tzfat aujourd'hui, qui se visite toujours. Une concentration de génies absolument formidables qui vont créer ce milieu de la Kabbale avec une renaissance économique. Des imprimeries vont se créer, une industrie de la soie va se former aussi. Le XVIe siècle, une espèce de période de floraison, malheureusement, qui va brusquement se terminer au début du XVIIe siècle et va lentement s'étioler avec l'Empire ottoman lui-même. Mais au XVIe siècle, il y a une reviviscence incroyable, à tel point qu'un Jacob Berab, rabbin peu connu, mais en tout cas connu pour la chose que je mentionne maintenant, va essayer de réinstaurer l'ordination rabbinique, cette smicha qui avait disparu avec la fin du patriarcat en 425 sous la pression byzantine. Eh bien, il y a une sorte d'espoir un peu messianique justement qui renaît sur cette terre d'Israël dominée par les Ottomans. Et de fait, ce judaïsme des Balkans va devenir un foyer de culture juive absolument florissant pendant de nombreux siècles. Je m'arrête ici, conscient d'avoir seulement très très partiellement couvert ce que j'avais promis à travers le plan, mais encore une fois, pas de panique. Nous verrons tout ça tranquillement dans un autre cours. On n'a vu qu'une partie de l'histoire, plutôt ce judaïsme séfarade. Je veux terminer justement par une petite explication de ce mot séfarade qui tire son existence d'un verset biblique. Ce verset, je ne l'ai plus sous les yeux. Séfarade, c'est un mot qui se trouve dans la Bible. Séfarade veut dire Espagne. Alors, c'est trompeur parce que le judaïsme séfarade aujourd'hui, c'est le judaïsme, on pense, qui est tout autour du bassin méditerranéen. De fait, c'est un peu inexact parce que autour du bassin méditerranéen se trouvent effectivement toutes les diasporas juives que je viens de mentionner qui sont bel et bien issues des exilés d'Espagne. Mais avant ce phénomène de l'exil, il existait déjà des communautés juives implantées, par exemple au Yémen, par exemple en Syrie, qu'on appelle aujourd'hui en hébreu Edut HaEzrach, les communautés Mizrahim. Donc, au sens propre, ces communautés ne sont pas Sfardim au sens où elles ne sont pas exilées, descendants d'exilés d'Espagne, tout simplement parce qu'elles se trouvaient déjà là avant que les exilés espagnols ne les rejoignent. Mais de fait, par simplification, on appelle effectivement souvent séfarade aujourd'hui le judaïsme qui s'est installé tout autour du bassin méditerranéen. Mais voilà, la précision va aller d'être faite. Sfarad au sens propre, c'est l'Espagne et donc toutes les diasporas nées de cet exil de 1492. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là.
On va s'arrêter là pour ce soir. Et la prochaine fois, dans un cours ultérieur, alors le cours de la semaine prochaine va concerner tout autre chose. On va revenir un petit peu sur les textes, parler du judaïsme, de la littérature rabbinique qui ne s'arrête pas au Talmud, mais qui fleurit à travers les siècles, à travers des genres littéraires très différents. Il y aura un cours sur la halacha, et puis peut-être que, je ne sais pas, d'ici 3-4 cours, on va effectivement poursuivre cette histoire juive, tout le judaïsme d'Occident, enfin au sens continental, à savoir tout ce judaïsme ashkénaze, la Pologne, la Russie, et puis plus proche de nous, le judaïsme moderne, l'émancipation des Juifs d'Europe tout d'abord, et puis le judaïsme au sens encore plus moderne, plus proche de nous, le judaïsme libéral bien sûr, mais aussi ce judaïsme du XXe siècle dont il y aura maintes et maintes choses à dire. Voilà en tout cas pour ce soir, et il nous reste ici 20 minutes, le temps de prendre quelques questions. Alors, je remets du son à tous. Je ne sais pas comment je fais ça. Hop, voilà. Normalement, vous pouvez réactiver vos micros. Ils sont tous coupés, mais vous pouvez les réactiver vous-même. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Ouais. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, je n'ai pas remis les micros de tous, mais j'ai remis l'autorisation pour chacun de remettre son micro. Donc, vous pouvez le faire de manière individuelle, je pense. Moi, voilà, première question. J'ai une question sur la différence entre les Sadducéens, les Asmonéens, les Samaritains. Je suis perdue. Merci de cette question. Je suis passé un petit peu rapidement dessus. Alors, ces catégories, 3 catégories essentiellement, les pharisiens, les sadducéens et les esséniens, sont des catégories qui nous sont livrées par Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un personnage absolument incroyable, juif pratiquant, enfin au sens de l'époque, qui va passer à la puissance romaine, qui va trahir en quelque sorte, mais qui va être à travers ses différents livres le témoin de ce Judas. Et lui décrit donc la sociologie religieuse de l'époque comme sadducéen, pharisien, essénien. Les historiens remettent en cause un petit peu ces catégories. Quelque part, elles sont indépassables parce qu'elles sont assez justes. Les sadducéens, ce sont les descendants de Tsadok. Le mot sadducéen, c'est la francisation de Tsadok, les Tsadokim. Tsadok était un grand prêtre du temps de Salomon, et donc tous ses descendants, ce sont les descendants des grands prêtres, c'est cette caste du temple qui va devenir, donc qui est religieusement définie par la filiation à Tsadok, mais qui sociologiquement exprime cette élite liée au temple, les Kohanim et les Lévi'im liés au temple, et qui exprime aussi une catégorie, je veux dire, idéologique. Les Sadducéens étaient donc une sorte d'élite, ça c'est pour le côté sociologique, mais étaient liés à un judaïsme justement du sacrifice, axé sur les rites. Et de fait, les pharisiens, dont on a vu que la première couche idéologique naissait dans ce milieu piétiste du temps de la révolte des Maccabées, et il se particularise du temps sous Alexandre Janet, donc au moins 1er siècle. Les pharisiens vont se faire les porteurs de ce qu'on va appeler la loi orale. Ils vont commencer à imaginer que le judaïsme n'est pas seulement une série de rites, mais quelque chose qui peut être plus intérieur. Ils vont se faire les porteurs, d'ailleurs c'est Flavius Joseph qui le ramène, qui le rapporte, le porteur d'enseignements qui ne se trouvent pas dans la tradition. Tout ça voulant dire tout simplement porteur d'une interprétation de la loi orale, et de fait la loi orale c'est exactement ça, ce sont des commentaires qui ne sont pas attestés forcément tels quels scripturairement, mais qui sont porteurs d'une interprétation. Et donc les pharisiens, les pérouchim vont constituer cette matrice idéologique du mouvement rabbinique, et de fait sont des pérouchim, des séparés vis-à-vis de ce milieu sadducéen. Alors le côté tragique de l'histoire, c'est que les pharisiens ont eu raison. Ils ont eu raison pour deux raisons, j'ai envie de dire. Ils ont eu raison parce qu'ils étaient porteurs d'un judaïsme nouveau, et ils ont eu tragiquement raison de manière totalement involontaire, tout simplement parce que les Sadducéens ont été massacrés avec la destruction du temple. Avec la destruction du temple, c'est la fin aussi des Sadducéens, mais de manière
totalement extérieurs à l'idéologie pure. Ils n'ont pas eu de descendants parce qu'ils ont été massacrés avec le temple. Et donc, les pharisiens sont restés les seuls sur la scène de l'histoire. Donc, est-ce que c'est clair entre sadducéens et pharisiens? Oui. Et puis, donc, le troisième terme, le terme des Esséniens, qui sont une secte, en quelque sorte, retirée, avec un judaïsme axé extrêmement sur la purification. De fait, Jean le Baptiste, qui précède Jésus, est lui-même l'expression de son temps. Dans cette période extrêmement compliquée d'iniquité politique, où beaucoup de gens avaient une vision eschatologique de l'histoire, pour eux, l'oppression romaine était tellement inique que ça ne pouvait être que la fin du monde. On imaginait que c'était les derniers temps. Et dans cette période extrêmement compliquée, agitée de mouvements idéologiques de toutes sortes, la purification était comme la propédeutique à la fin du monde. Et donc, ce milieu des Esséniens désigne un courant piétiste axé sur la purification, axé sur une eschatologie de la fin du monde. Et c'est donc un mouvement idéologique. C'est eux qu'on retrouve à Masada, c'est eux qui vont être massacrés à Masada et qui désignent donc un courant parmi d'autres de ce judaïsme de la fin du deuxième temple extrêmement compliqué. On peut dire que Jésus était essénien? Alors, ça a longtemps été une thèse parmi les chercheurs que Jésus était issu de ce milieu essénien. De fait, il partage une certaine culture propre aux Esséniens, mais qui au passage n'était pas propre aux Esséniens. L'eschatologie, le mouvement vers la purification, c'était des idées qui traversaient un petit peu les différentes couches du peuple juif à ce moment-là. Mais les historiens sont un peu revenus là-dessus parce que les Esséniens, de fait, étaient extrêmement séparés. Ils vivaient en secte. On sait qu'à Masada, il y avait ce qu'on appelait le maître de justice, avec des textes absolument différents des textes qui sont restés dans la Vulgate rabbinique. Et il y a un facteur vraiment différent qui différencie Jésus des Esséniens, quand bien même, encore une fois, il y a certains aspects idéologiques qui sont proches, c'est le fait que Jésus enseignait aux foules. Jésus n'était pas quelqu'un de séparé. Il n'a pas eu un destin sectaire, en quelque sorte. Il enseignait aux foules, il enseignait au cœur du peuple, il enseignait au pied du temple. Et d'ailleurs, il a eu tous les problèmes qu'il a eus parce que précisément, il donnait de sa personne, en quelque sorte. Donc, c'était un judaïsme d'enseignement et non pas un judaïsme sectaire au sens des Esséniens. Donc, aujourd'hui, on pense que effectivement, cette culture a été partagée par de nombreuses sections idéologiques du peuple juif à l'époque, mais que Jésus n'est pas strictement issu du mouvement essénien. Merci. Je peux poser une petite question? Oui, Evelyne, bonjour. Oui, bonjour. Alors, parle fort parce que je ne t'entends pas. Quel a été le rôle exact d'Hérode lors du massacre des Juifs par les Romains? Alors, je ne suis pas sûr de bien avoir entendu ta question. C'est une question sur Hérode, c'est ça? Oui. Attends, je vais essayer de parler plus fort. Quel a été son rôle dans la guerre des Romains contre les Juifs, dans la... Alors, Hérode, juste historiquement, il faut le replacer, il est avant la révolte juive. La révolte juive, donc cette guerre civile, c'est de 66 à 70. Oui. 73, si on veut bien, parce que Masada, c'est 73. Et puis la deuxième révolte juive de Bar Korba, c'est 132-135. Il y a eu une troisième révolte moins connue qui a eu lieu en diaspora égyptienne de 115 à 117. Mais voilà. Mais donc ces révoltes juives sont nettement postérieures à Hérode. Hérode, c'est moins 37, moins 4. Donc, il n'est pas encore à l'époque de cette guerre civile. Ceci dit, c'était un personnage sur lequel on pourrait beaucoup dire, parce que c'est un personnage absolument à la fois charismatique et psychopathe. C'était un véritable psychopathe. Il a construit ces magnifiques constructions. Il a donné une extension au temple absolument magnifique. On visite encore à Masada, de fait, sa maison royale, qui est à flanc de pic. C'est absolument remarquable, mais c'était un psychopathe du dernier degré. Donc, les massacres, il y en a eu, dont le fameux massacre des innocents qui lui est imputé. Mais c'est pas la même période que la révolte juive. Merci. Je ne sais pas si on m'entend, je ne crois pas. Oui, bonjour Diane.
Ah bonjour, je pensais que mon micro ne fonctionnait pas. Je voulais revenir sur les Esséniens. Ce sont les rouleaux de la mer morte, enfin ce sont les derniers textes qu'ils ont laissés avant de mourir à Masada. On a retrouvé les rouleaux à la mer morte, ce sont bien les Esséniens. Oui, alors ce qu'on a effectivement, alors attendez, j'essaye de changer l'affichage. Voilà. Effectivement, les textes que l'on a retrouvés sur Masada sont des textes du mouvement essénien. Alors, il y a des controverses historiques pour dire oui, mais il y avait des Esséniens ailleurs, ou alors ceux de Masada n'étaient pas que esséniens. Mais pour simplifier, grosso modo, oui, la culture dont témoignent les textes de Qumran, les textes qui ont été retrouvés dans les grottes attenantes à Masada, sont effectivement, témoignent beaucoup de la culture essénienne. Et Il ces y a textes, justement tous ces textes sur le maître de justice, l'opposition des fils de la lumière, enfin des textes qui ne sont pas du tout ceux du texte rabbinique, enfin qui vont devenir la culture rabbinique, qui sont issus de ce milieu très axé sur la purification, encore une fois, qui sont effectivement le milieu essénien. Absolument. Merci Yann. Autre question? Oui, je voulais aussi un éclaircissement sur les Samaritains. Ah, les Samaritains, alors c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il y a plusieurs. Les Samaritains, donc le mot vient de Samarie. Samarie, on le sait, c'est cette région du nord d'Israël aujourd'hui, qui constituait, on l'a vu après le schisme après la mort de Salomon, il y a eu un royaume du nord qui s'appelait le royaume d'Israël et qui avait pour capitale Samarie. Ce royaume du nord, on le sait, a été détruit en moins 722 par les Assyriens. Et donc, il y a eu des déportations à ce moment-là. Et donc, une sorte de mélange de population. Et c'est d'une des premières explications du fait que ce nouveau brassage de population a créé aussi une culture religieuse différente, légèrement divergente, qu'on appelle la culture samaritaine. Alors, en fait, il y a deux narratifs très différents. Il y a le narratif juif au sens classique du terme rabbinique et le narratif samaritain lui-même. Pour la culture juive, les Samaritains sont des schismatiques avec une notion volontairement dépréciative, justement, qui insistera sur le fait de ce brassage de population. Et on sait que le judaïsme de l'exil s'est reconstruit à partir d'une notion sacerdotale. Ezra et Néhémie avaient eux-mêmes une sorte d'obsession de la pureté juive dont ils se sentaient les descendants. Donc, ils n'ont eu de cesse de brocarder cette culture samaritaine qui, pour eux, était un mélange de choses différentes. Le narratif samaritain est différent. Eux se conçoivent comme l'authentique judaïsme. Et l'une des différences, en tout cas, du judaïsme samaritain, c'est qu'ils mettent l'accent, un petit peu comme les Karaïtes le feront beaucoup plus tard. J'ai mentionné que le mouvement karaïte au 9e et 10e siècle, influencé par la culture musulmane, a été ce mouvement qui insiste sur la littéralité de la Bible. Les Samaritains insistent pour eux dire qu'ils sont la culture juive authentique et qu'avant la révolution, notamment de la loi orale des rabbins, c'est eux qui conservent le judaïsme authentique à travers une version plus littéraliste. Donc il y a vraiment deux narratifs qui s'affrontent ici. Au passage, c'est quand même intéressant parce que pour les linguistes, par exemple, il y a une Bible samaritaine qui est lue d'ailleurs sur le mont Gerizim, où chaque année ont lieu des sacrifices et une lecture de Bible publique, encore en Israël aujourd'hui, avec des habits tout à fait particuliers. La Bible samaritaine est un témoin ancien de la Bible rabbinique, dont on sait qu'elle a été reformulée justement elle a été reformatée en quelque sorte. Et c'est extrêmement intéressant de voir les différences entre le texte samaritain qui témoigne d'un état antérieur de la Bible rabbinique, où l'on voit justement tous les tikkunim, toutes les corrections qui ont été faites par le judaïsme rabbinique. C'est très succinct ce que je viens de dire là. Hein, donc, il y a encore un groupe religieux orthodoxe en Israël qui perpétue cette tradition. Oui, il y a des milieux samaritains, notamment à Holon, qui sont extrêmement minoritaires, mais de fait qui existent et qui existent bel et bien. Il y a de tout en Israël. C'est vrai.
Alors, 20h55, ça laisse la place encore pour une ou deux petites questions. Je peux encore? Oui, Je vais, quand on dit qu'avant Babylone, il n'y avait pas de vie juive, il y avait quand même depuis très longtemps les Cohen, les prêtres, qui avaient la connaissance quand même. oui, c'est vrai qu'avant Babylone, enfin, ça dépend, quand tu dis Babylone, tu fais référence à quoi? Aux premiers exilés après la destruction du premier temple ou La naissance du judaïsme. Oui, la naissance du judaïsme, certains la situent. Bon, alors, c'est toujours des raccourcis de langage parce qu'il y a toujours quelque chose avant quelque chose. Oui. Donc, mais de fait, quelque chose de différent est né avec les exilés. Les Judéens qui ont été exilés en Babylone font naître quelque chose de nouveau. Oui, mais Parce que c'est le premier judaïsme déterritorialisé en quelque sorte. D'accord. Le fait qu'ils n'ont plus accès au temple, il y a des réunions communautaires. C'est le début de la Beth Knesset, de la maison de rassemblement en tant que maison communautaire. Et le C'est temple, le début, il y a eu un embryon de liturgie aussi qui se met en place à ce moment-là. Les premières prières, pense-t-on, sont rédigées ici. Et de fait, quand ces Judéens vont revenir après la reconstruction du premier temple, donc on sait que le deuxième temple est réinauguré en moins 515, eh bien, le judaïsme des sacrifices va revenir, mais déjà, il va être un petit peu nouveau. Il va y avoir une liturgie associée, il va y avoir des réponses, il va y avoir une organisation des Lévim déjà différente, avec une participation du peuple. Donc, c'est un judaïsme déjà un peu liturgisé qui va se superposer au sacrifice. Et cette idée complètement nouvelle que le judaïsme n'est pas seulement une histoire territoriale. C'est ça, quelque part. Alors, évidemment. mais les Cohen, ils pensaient que Moïse avait reçu les commandements de Dieu. Oui, alors, là, pour le coup, effectivement, cette idée était partagée par tous. On a vu de toute façon, avant même l'exil, que le roi Josias, à la fin du 7e siècle, vers moins 610, promulgue le Deutéronome. Donc, il y a déjà eu un travail religieux, enfin, au sens institutionnel, qui a été mené là. On collige des traditions qui jusqu'ici étaient orales. C'est là où on agrège le récit d'Abraham, d'Isaac, Jacob, on construit cette histoire des patriarches, alors qu'on sait très bien que ce sont des cultures orales qui sont issues de territoires différents. Voilà, donc il y a une renarration, un tissage narratif qui est fait. Il y a ce travail du Deutéronome, dont on sait très bien qu'ils sont issus d'un milieu différent des 4 livres précédents. Donc déjà sous Josias, il y a cette formulation de la loi comme étant la loi de Moïse. Oui, bien sûr, il y a déjà un premier travail théologique qui avait été mené là. Donc, c'est moins 600. Moins 600 pour, pense-t-on, la promulgation de la Torah, en tout cas du Pentateuque. Donc déjà une première canonisation de la première partie de la Bible. Oui. Merci. Dernière question, les amis. Où on se sépare sur cette joyeuse perspective. Bien, chers amis, on se sépare. Alors, quel plaisir de vous avoir retrouvé à travers ce cours. Le cours prochain, donc de fait, mardi prochain à 19h, on parlera de littérature rabbinique. Et d'ici là, bonne soirée à tous. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.